France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est votre rendez-vous de fin d'après-midi jusqu'à 18h30 sur France Maghreb 2 avec le grand forum LGF jusqu'à 18h30. Donc avec aujourd'hui pour nous accompagner Maïssa Leroy. Bonjour Maïssa. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je sais pas, il y a un petit air de vacances là. Ah bah oui, demain matin pour moi. Ah carrément. Ah bah ouais. Ah bah dites donc. Bon bah t'es pas la seule à partir demain matin. Aussi Youssef Braknik sera avec nous tout à l'heure puisque il va nous faire un bilan de mobilisation autour de l'affaire Adama Traoré. Oui. Tu sais qu'il y a eu un rassemblement ce week-end. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et Youssef Brakni fait partie évidemment de ceux qui ont mobilisé ou tenté de mobiliser autour de l'affaire Adama Traoré qui est loin d'être terminée. Ouais. À 17h il sera avec nous. Hossein Ras qui sera aussi de la partie dans quelques minutes bien sûr. Oui. Nous allons parler de quoi? Parler notamment de Jérusalem puisqu'il n'y a plus de détecteur de métaux à l'entrée de l'esplanade des mosquées. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, puisqu'Israël a décidé hier, après 10 jours de crise, de les remplacer par des caméras de surveillance, sauf que les musulmans sont pas d'accord. Bah ouais. Et donc, ils rejettent. De toute façon, ce qui est complètement légitime, peu importe ce que fera Israël, à partir du moment où ça essaye de contrôler quelque chose, ils seront pas d'accord, ils ont bien raison. C'est pas normal, comment ça? Genre, ils leur font le pire, et puis derrière, ils leur mettent des caméras, ils font genre, oui, donc voilà, on vous enlève ça, mais on met ça, quoi. Voilà. Et donc, on fera le point sur ce qui se passe. Donc, est-ce que la tension va retomber après donc cette décision hier dans la nuit? Pas sûr. On verra cela. En tout cas, on parlera aussi de la suite de cette loi sur évidemment la politique, sur toutes ces économies faites et sur ces discussions en cours à l'Assemblée nationale. Ouais. La loi de la moralisation de la vie publique, qui continue de faire débat. Et puis tiens, on aussi parlera de ces députés En Marche. Alors ils sont pas beaucoup, une petite trentaine qui décident de porter plainte contre le parti d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ce que j'ai vu. Bon, on va voir. Hein. On va voir. On va faire le détail tout à l'heure évidemment. C'est ça. Puis tiens, une petite phrase d'une députée En Marche. S'appelle Claire Aupetit. Oh, je l'aime pas, elle m'énerve, j'allais faire ma chronique sur elle. Je dis, je vais pas m'éclate les vacances avec ça, tu vois, juste avant de partir. Vous allez pas pleurer, vous pour les étudiants, pour 5 euros pour les APL. Bon. Si ça vous plaît pas, je sais pas ce que vous allez faire tout le reste de votre vie. Bon, voilà, en tout cas. Maïssa, on va parler de quoi dans ton avis tranché? Eh ben, moi, ça va être une photo de métro. Une photo de métro? Ouais. C'est-à-dire? Je vais décrire une scène de métro. Ah, très bien. Parce que j'adore prendre le métro. À qui t'es arrivé? Oui, on va dire ça, qui arrive à tout le monde, en fait. D'accord. Voilà. Bon, alors elle nous en transporte dans le métro parisien. Maïssa Leroy tout à l'heure. Ton coup de cœur? Mon coup de cœur, ça va être la chanson d'Orelsan, Suicide Social. Ah oui, très bien. Oh, oui, pas mal. Très bien. Eh bien, on va faire ça tout à l'heure. Écoutez cette belle chanson pour terminer cette émission tout à l'heure avec Maïssa Leroy. Nous sommes le 25 juillet, je vous apprends rien, 2017. C'est un grand jour pour les Tunisiens puisque le 25 juillet 1957 a été proclamée la République tunisienne. نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا نعلن أن تونس دولة جمهورية. ثالثا نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. رابعا نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري. كما نكلف كلا من رئيس المجلس والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة لإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس في 26 ذي الحجة سنة 1376 وفي 25 جويلية 1957. C'est une révolution que vient d'accomplir à Tunis l'Assemblée constituante en décrétant l'établissement de la République. Sur une proposition appuyée par M. Bourguiba, l'Assemblée, sous la présidence de M. Farès, a voté à l'unanimité l'abolition de la monarchie et l'avènement du régime républicain. M. Bourguiba a été aussitôt investi des fonctions de président de la République à titre provisoire jusqu'au moment où une nouvelle constitution sera promulguée.
Et dans la capitale pavoisée, le nouveau chef d'État a fait une promenade triomphale au milieu des applaudissements de la foule. Voici donc, maintenant que le bey, mis en résidence surveillée, disparaît de la scène, M. Bourguiba en possession de tous les pouvoirs. Un chapitre de l'histoire tunisienne vient de s'ouvrir. Voilà pour ce qui est de l'hymne national tunisien, puisque c'est le 25 juillet 1957 qu'a eu lieu donc la proclamation de la République tunisienne. En guise de coup de cœur sur France Maghreb 2, dans un instant, direction Jérusalem pour évoquer la situation après que Israël ait décidé d'enlever les portiques de sécurité. Cependant, les caméras de surveillance sont toujours là et ça dérange les fidèles musulmans. On y revient dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2, ça sent les vacances, même les casques sont pétés, c'est incroyable. Bonjour Maïssa Laurent, bienvenue à toi. Aussi Naras, comment ça va mon pote?
Hossein. Ouais, ça va, Hossein, viens ici, voilà. Non seulement il est en retard et en plus Il il essaie vient. de me solutionner un casque. Regarde, j'ai ça, il me faut juste un adaptateur, je crois. Il marche Voilà. pas mon micro, il marche? Si, il marche. Il marche, ah, Voilà, ok, impeccable. bonjour Hossein. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Désolé pour le retard. J'étais là, mais j'étais Oui, pas. oui, je sais. Ah, ok, T'inquiète pas, merci. tu es tout pardonné. Merci. Tu vas nous parler de quoi, toi, dans ton avis tranché? Ah, mon avis Tranchant. tranché, en fait, donc je savais pas quoi faire aujourd'hui. J'ai eu vraiment un C'est coup dur, de. on était déjà en mode franchement. vacances, hein. Ouais. Donc je me suis dit, tellement que je voyais des choses sur plein de problèmes de pouvoir d'achat et compagnie, je me suis dit on va parler d'un petit truc comme ça, mais vraiment à la freestyle, pouvoir d'achat contre achat de pouvoir. Ah, c'est pas mal, c'est Ouais, pas mal. J'ai trouvé le titre. Très bien. Ton Alors. coup de cœur, par contre, tu l'as trouvé. Alors mon coup de cœur, ouais, on va parler du site de crowdfunding Urbi. On aura au téléphone Jonathan Bayama qui nous parlera de son concept. Encore un jeune des quartiers qui a du talent. Mais ils en ont tous. Ouais. C'est Ah, vrai. franchement, on les met pas en lumière, ils en ont tous. Exact. Ah bah si, on le fait ici. On va Ah, ici, profiter. oui, hein, oui, voilà, non, le mais je monde veux dire, France-Maghreb. voilà. Ouais. Exactement. Mm. Bon, ça sent aussi les vacances chez toi aussi, nous? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Voilà. Toi, t'es un homme sérieux, tu travailles jusqu'au bout. Mais de ouf. Il faut. Hein, c'est bien. Alors, mesdames, messieurs, évidemment, comme d'habitude, la possibilité d'intervenir dans cette émission, 01 40 33 9000, si vous souhaitez nous appeler, c'est maintenant que ça se passe, c'est à n'importe quel moment, on peut intercepter votre appel, via aussi le mobile répondeur pour y laisser votre message 24/24, 06 18 21 56 41, et le hashtag LGF sur Twitter. N'hésitez pas, bien sûr, à On nous laisser Twitter. vos commentaires. Mmh, Twitter, yeah. On va parler de quoi? On va parler de Jérusalem pour commencer. Pourquoi? Est-ce vraiment la fin de la crise autour de l'esplanade des mosquées, 10 jours après le meurtre de 2 policiers aux portes de la vieille ville et la mise en place de nouvelles mesures de sécurité? Israël a accepté finalement hier de renoncer à la présence de détecteurs de métaux à l'entrée des lieux saints musulmans dans la ville sainte. Détecteurs retirés, donc installation prévue de caméras de surveillance. Cette décision a suscité l'espoir d'un règlement de la crise hier, mais ce matin, les autorités religieuses musulmanes ont rejeté cette proposition, puisque en fait les caméras restent en vigueur. Ils ont juste enlevé les détecteurs de métaux. Les donc fidèles musulmans ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Donc du coup la crise est toujours et perdure. Voilà pour cette situation à l'heure où nous parlons. Mon cher Hossein, par exemple, est-ce que Israël a fait un premier pas vers un règlement de cette crise, selon toi? Mais c'est très bien qu'ils aient fait machine arrière. Sous Ouais. la pression. Maintenant, c'est pas ce qui va tout résoudre. Hein. Faut profiter de ça pour continuer à forcer, pour avoir encore plus de choses. Vous avez vu, même Mahmoud Abbas, il est sorti pour une fois. Oui. Il a commencé à condamner, etc. et à arrêter. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit Mahmoud Abbas déjà, Christophe. Bah, il avait dit qu'il rompait toutes les relations avec Israël, Voilà, tant exactement. que que cette situation perdure et que ces détecteurs de métaux étaient en présence. Donc, Voilà. ils ont été enlevés, Et, certes. et là, les caméras, elles sont critiquées aussi. Les caméras sont critiquées et ils n'en veulent pas. En fait, Exact. ils veulent revenir à la situation d'avant, quoi. Il n'y avait pas ni caméra ni détecteur et donc il n'y avait pas de problème. Donc les fidèles musulmans, les responsables de cette mosquée, donc appellent les fidèles à ne pas venir dans cette mosquée et de continuer à protester. Donc la situation n'est pas encore réglée, ma chère Maïssa. Mais alors moi je les comprends complètement parce qu'on peut pas tu vois c'est un petit peu comme la métaphore de battre un enfant, genre tu le bats de dingue, d'accord, tu lui mets des coups de poing, après tu lui mets une claque, bah la claque elle va passer crème, tu vois, aux yeux des gens ils vont dire bon ça va, c'est juste une claque, Ça c'est s'appelle exactement ça. l'ascenseur émotionnel. Exactement. Genre ils leur mettent déjà des portiques et tout comme si que, et puis après ils disent non finalement on vous enlève les portiques, on est sympa et on vous met que des caméras. C'est vrai, ouais. Mais non. Non. Ouais. Alors c'est vrai que la situation est extrêmement tendue dans cette région depuis quelques jours maintenant. Enfin, il faut trouver, si vous voulez, quelque chose qui se passe dans cette région alors qu'il s'en passe tous les jours. Des Palestiniens qui se font Mais oui. C'est toujours pareil, de assassinés, toute façon. c'est régulièrement, sauf qu'on n'en parle pas. Il suffit qu'il y ait une crise un peu plus tendue que d'habitude pour que les médias s'y intéressent et pour que l'on en parle. Donc c'est pour ça que il est important aussi de rappeler que le sort des Palestiniens, c'est pas que depuis 10 jours, ça fait 50 ans que ça dure. Voilà. Exactement. Sans que la communauté internationale s'y intéresse. Au contraire, elle ferme les yeux et reste plus que jamais aveugle sur la situation, je pense, Exactement. des Palestiniens et en particulier aussi à Gaza, qui est une prison à ciel ouvert, rappelons-le. Ouais. Plus que jamais, plus d'électricité ou quasiment plus, puisqu'ils ont réduit l'électricité par jour, je crois qu'à peine 2 heures, vous imaginez, à peine 2 heures. Non, mais Pas d'eau potable
potable, la Non, mais moi, je pollution, pense la au chaleur frigo, écrasante. Ouais, voilà, au frigo, à maladies. ouais, voilà. Les maladies, effectivement, et des conditions absolument Exact, ouais. On peut incroyables. pas imaginer, en et fait. quand on se Nous, rappelle- on peut pas On se imaginer. rappelle de l'état des hôpitaux qu'ils ont laissé derrière eux après les bombardements, etc. Ça fait peur. Oui, c'est ça. Ouais. Après les bombardements, ils ont tout bombardé en fait. La centrale électrique, les hôpitaux, les centres d'accueil de l'ONU. Enfin, tout a été bombardé, les ONG, etc. En 2014, avec 2500 morts, dont 700 enfants quand même. Moi, je peux lire une citation du premier ministre israélien de 1960, Oui. qui s'appelle Golda Meir, et ça montre un petit peu la solidarité internationale par rapport à ça. Donc, il raconte un fait, il dit: quand la mosquée Al-Aqsa a été brûlée, je n'ai pas réussi à dormir de la nuit, car je pensais que les Arabes allaient entrer en Israël en foule de tous les côtés. Mais quand vint le matin et que rien ne s'est passé, j'ai alors compris que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, car cette communauté dort. Bah oui, c'est triste, mais malheureusement, C'est une réalité. donc ça a été prononcé en 1960. 69 par le premier ministre israélien de l'époque, Golda. Ouais. J'ai fermé le truc. 69, ouais. 69, donc on est en 2017. Golda Meir. Golda Ouais. Meir. Et on est en 2017 et la situation perdure. C'est ça. Voilà, et ils peuvent effectivement continuer à faire ce qu'ils veulent sans que Quand tu vois que les plus puissants n'agissent pas, parce que nous, à notre échelle, bien sûr, c'est le colibri. Hein. On fait ce qu'on peut faire à notre échelle. On est là, de l'autre côté. Enfin voilà, quand on peut, on donne. Quand on peut, on revendique. Quand on peut, on agit comme on peut. Mais après, c'est tous ceux qui sont autour et qui pactisent avec les alliés d'Israël et même Israël eux-mêmes. Donc c'est pas normal, ça. Alors, on va suivre ce dossier de près. On va voir un petit peu comment vont réagir donc les fidèles musulmans sur cette esplanade des mosquées avec ce vendredi qui risque encore d'être peut-être un jour de colère une nouvelle fois. Affaire à suivre. Retour en France maintenant avec cette petite polémique signée une députée En Marche qui s'appelle Claire Aupetit, que vous connaissez peut-être. Je la déteste. Elle était ah oui, carrément. Ah ouais, non, vraiment. Elle était chroniqueuse dans les grandes gueules de RMC, bah oui. et elle a eu cette petite phrase maladroite à propos, vous savez, de la polémique autour de l'APL et de la baisse de 5 euros, qui, soit dit en passant d'ailleurs, n'est pas une baisse qu'a voulu Emmanuel Macron, parce que c'est une baisse qu'avait signée en 2016 Manuel Valls. Donc c'est une proposition de l'ancien gouvernement Hollande, donc avec le Premier ministre à l'époque Manuel Valls. Baisse de 5 euros donc pour les APL, et elle a eu cette petite phrase envers les étudiants: vous n'allez pas pleurer dès 18 ans pour une baisse de 5 euros, ce qui est évidemment très mal passé auprès des jeunes, et sur les réseaux sociaux. Je crois que le pire, c'est ce qu'elle a dit à la fin, quoi. C'est ce qu'elle a dit à la fin. Elle a dit qu'est-ce que vous allez faire de votre vie si vous pleurez aujourd'hui. Voilà. Exactement, c'est la phrase exacte qu'elle a prononcée. Phrase maladroite, mon cher Ossine. 5 euros, ça paraît rien comme ça, mais moi ça m'étonne pas, toute la classe politique et même médiatique, pour la preuve, quand il s'allie les deux, tu vois qu'elle était dans les médias, aujourd'hui elle est dans la politique. Pas normal. Il y a un fossé énorme entre eux et la population. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent, que 5 euros, oui, c'est beaucoup, ça peut être beaucoup dans la conscience de certains. Il y en a, selon j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, il y a beaucoup de foyers en France qui n'arrivent même pas à terminer le mois avec moins de 10 euros, donc et ils se rendent pas compte en fait. Non mais excuse-moi, pour une petite maladroite quand même, je trouve ça mignon quand on dit une petite maladresse, parce que c'est quand même elle qui avait dit, très franchement, quand je vois un barbu en djellaba qui traverse au feu rouge, j'ai envie d'accélérer, je vous le dis. Oui. Donc elle avait prononcé elle sur avait RMC. dit ça sur RMC. Oui. Elle avait dit, une femme voilée l'avait appelé pour lui expliquer la notion de pudeur et que c'était pas contre les gens, c'était pas du communautarisme, etc. Elle avait dit, elles viennent toutes ensemble, elles se cachent et surtout on voit rien. En fin de compte, il faudrait une bonne psychanalyse de façon à ce que tout le monde puisse se mélanger. C'est catastrophique. Qu'est-ce que ça peut vous déranger que l'on voit votre mollet ou vos poignets? Franchement, vous avez besoin d'être psychanalysé, madame. Je comprends qu'elles ont surtout un gros problème psychologique. Ah ouais. Donc petite malade. Non mais quand je te dis je peux pas me la saquer, c'est vraiment, je la suis de près. Elle est députée de l'Eure, je crois, non? Députée de l'Eure de la République en marche. Ouais. Ne parlons même pas de ce qu'elle dit sur les Roms. Hein. Je parle même pas, parce que là c'est vraiment, elle dit qu'ils sont dégueulasses, qu'ils pissent partout, qu'ils nous agressent au feu rouge, alors que pas du tout. Que eux ils font leur bonhomme de chemin comme ils peuvent et voilà quoi. Et derrière elle arrive, elle les incendie, elle met la panique, et puis le pire c'est qu'elle est quand même sur une grande audience. Ouais. Donc voilà quoi. Quand elle parle des papiers de l'histoire de Leonarda, tu sais,
sais, les Roms, Oui, avec oui. sa fille, voilà. Ouais. Elle avait dit, heureusement que la République n'a pas donné les papiers à cette famille. On ne peut pas admettre tout le monde. On ne peut pas admettre des voyous, ce n'est pas possible. Je fais bien la voix de la Ouais. bouffonne. Fin Hein. de citation. Voilà. Oui, de Claire au Donc, Petit, donc qui devient la risée des réseaux sociaux après cette petite phrase très maladroite, donc à propos de la polémique des APL qui vont être baissés de 5 € par mois pour tous les allocataires en l'occurrence, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et donc après cette sortie de la part de Au Petit et les deux phrases de Macron racistes un petit peu par rapport À l'Afrique. quoi ça et aussi à l'Afrique, Oui. etc. Ouais. On peut retrouver notre ami Jamel cette semaine qui a fait une sortie en disant que la France n'est pas raciste et qu'il est content d'avoir un gouvernement qui va tout changer, De etc. dingue. Tu C'est- parles de Jamel c'est Debbouze, très c'est grave, ça ouais. Ah ouais. C'est très. Ouais. Et lui aussi, il est dans le fossé. Hein. Il est très Mais loin de nous. mais Il c'est ne normal. représente Moi, rien. Moi, personnellement, c'est mon avis Non, personnel. mais je comprends en Et même même son temps. humour, c'est plus trop. Ah oui, non, d'actu mais ça y est, aujourd'hui. il avait. Non, mais je comprends, je peux comprendre aussi. Ça y est, il ne côtoie plus des gens comme nous. Donc il ne peut pas. C'est plus possible en fait. Il côtoie qui? Il côtoie il côtoie que du beau monde. Il vit à Saint-Germain-des-Prés. Il est marié avec. Tu vois, genre il est marié avec Mélissa Torio. Bonjour Prout Prout. Tu vois, genre il est. Non, mais je veux dire, il nous Après, côtoie ça- pas. ça tu dégage vois. Voilà, aujourd'hui. exactement. Après, il fait, Ouais, après, de il fait, franchement, chaque réussite, voilà. Non, mais c'est bien. C'est Mais je veux surtout dire, il nous côtoie sa pas, vision, donc sa il ne- conscience en fait, il se permet souvent de prendre la parole au nom de, Au nom je sais des pas, jeunes, au nom au nom des jeunes. Exactement, des cités, des parce jeunes, qu'il des est sorti de quartiers, là-bas des il y a 20 ans communautés. quand même, hein, ça y est. qui commence à les représenter sur scène au Marrakech du Rire. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de talent dans les cafés-théâtres, on le répète encore, et c'est rarement eux qu'on voit sur scène chez Jamel. Ouais, mais en Hein, même et, temps, ils ont tous le même humour. Excuse-moi. Non, mais je suis d'accord, mais Ils ont tous le même humour, quand tu qui vois reste la dans scène, le sens du poil. quand tu vois la scène on du se fout de la gueule Marrakech des du Rire, bougnoules. il dit qu'il met en avant la diversité du public, la diversité d'origine, oui, mais pas de classe sociale. C'est ce que Déjà, j'allais je le dire, répète. voilà. De Ça a deux, combien sur scène, la diversité, elle est pas si marquante que ça. Harry Habitant et compagnie, non, la diversité, non. Ah oui, non, ouais, Non, de dingue. non. De dingue. Son humour, il Tu est vois, donc je claqué. sais pas. Bref. Non, franchement, ouais. Bon, Il nous eh bien, côtoie plus. Maïssa et Ossine, après avoir massacré Claire au Petit, ils s'en prennent maintenant à Jamel Debbouze, qui sera le prochain sur Ça la va être liste. un Parce que incisif vraiment, aujourd'hui. c'est relou, c'est pas là où on l'attend, tu vois, et c'est relou qu'à chaque fois qu'ils ressortent, après des mois d'absence, il vient en Mais se est-ce mettant qu'aussi on porte-parole devrait ou porte-voix voilà. alors qu'il a aucun lien avec aucun Si quartier. au moins ni il rien. était clair, il disait bon maintenant moi je ne fais plus partie de cette catégorie et je parle en mon nom. C'est ok, tu exactement, penses que voilà. tu veux, mais ne viens pas te faire le porte-parole des gens, de citer qu'on ça y est tu connais plus la galère, tu sais même plus ce que c'est. Genre ça y est c'est fini. Et tant mieux pour lui. Voilà. Je suis Donc ça contente veut dire pour lui. que si je te suis Maïssa, ça veut dire qu'à partir du moment où on devient célèbre, qu'on touche quand même pas mal d'argent, c'est le cas de Jamel, qu'on a rejoint plutôt les beaux quartiers bobos, on n'est plus habilité à parler des quartiers que l'on a connus quand même étant petit. Moi d'après moi, oui, mais tu peux pas en parlant au passé. Ne te fais pas représentant du présent parce que les choses évoluent tout le temps et c'est de pire en pire Ouais. et tu peux plus comprendre. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment. Moi, je trouve que tout le monde a le droit de donner son avis ou voilà de Ouais. contribuer au quartier de certaines manières. Ouais. La réussite de chacun ou la défaite de chacun, c'est celle de l'autre. C'est ça la fraternité, la solidarité. Maintenant, je trouve pas Jamel Debbouze pertinent ou légitime pour parler, surtout Bah, surtout légitime. qu'il a dit pour pour ça pour parler de Hollande, nous il a et dit parler ça des pour quartiers. Sarko, il a dit ça pour tout le monde en même temps. Il y Donc, a une volonté de caresser, je sais pas, caresser dans le sens du poil les présidents qui arrivent les uns après les autres. Je sais pas pourquoi. À des Peut-être fins, pour une histoire de subvention, hein. je pense à des fins personnelles. Mais moi, je pense que toutes les personnes qui réussissent comme c'est ça, je sais flagrant. pas si tu les entends, mais ils te disent, genre ceux qui sont le plus accessibles, le plus fun et tout, et ben ceux qui énervent le moins, on va dire la population, c'est des personnes qui, quand ils disent, ils ont toujours cette phrase, j'oublie pas d'où je viens. Mais c'est vraiment genre, j'oublie pas d'où je viens, je retourne dans mon quartier, je fais Ouais. des choses dans mon quartier, Ouais. tu vois, c'est pas des choses par procuration, genre ils envoient des intermédiaires pour créer des choses. Non, ils les retournent, ils voient ce qui se passe. Tu vois, comme Omar Sy, il avait dit à la radio, moi, ça fait plus de 20 ans, je suis plus dans la cité. Enfin, ça y est, je peux plus les représenter, je sais plus ce que c'est. Et il avait dit très justement, je sais pas si tu te rappelles, Houssine, il avait dit très justement ça, c'était à je sais plus quelle radio, et il avait dit voilà, je ne l'ai arrêté de me demander mon avis sur les gens de cité, je ne fais plus partie de la cité, je ne sais plus du tout ce qu'elle vit aujourd'hui. Donc voilà. Tiens, une petite affaire aussi qui nous emmène au Maroc, puisque vous savez la burqa a été interdite au Maroc pour des raisons de sécurité dans un premier temps, et c'est une MRE qui a fait les frais de cette loi, puisqu'elle a été empêchée de se baigner en burkini dans une base de loisirs à Tanger.
C'est quoi une MRE? Une MRE, c'est comment dirais-je, MRE, c'est les Émirats? Non, pas du tout. Ah. Non, c'est une. Alors, attendez, je cherche le terme exact. Ouais. MRE, c'est ces gens qui viennent de France, quoi. Voilà. Oui, d'accord, ok, Voilà. les Maroc résidents. Voilà, merci. D'accord, ok. Les Marocains résidant à l'étranger. Voilà. Je cherchais le terme. Ouais, c'est bon, on a réussi. Voilà. Donc MRE, empêché de se baigner en burkini au Maroc. Voilà, parce que la loi est passée. En burkini ou en burqa? En burkini. Ah oui, d'accord. Ah oui, on parle bien du burkini. Ah, ça a été interdit? Interdit. Donc on a fait valoir la loi marocaine. Donc pour le coup, ce monsieur a dit non, vous ne pouvez pas vous baigner, vous, madame. Donc après l'épisode de du burkini en France, le burkini au Maroc aussi fait sensation. Moi, je suis sûre, je peux dire mon avis, parce qu'aujourd'hui oui, je suis incisive, mais c'est la dernière. Moi, je suis sûre qu'ils font ça pour les touristes. Pour pas les déranger, tout ça, parce qu'on sait très bien que la plupart des touristes, la plupart des touristes, c'est les Français, etc. Et c'est juste pour pas les déranger, en fait, pour pas les déranger, voilà, simplement. Bon, Osune, Ouais, je pense aussi. Ouais, d'accord. Et puis je voulais qu'on parle aussi un petit peu en un mot de ce qui s'est passé à Saint-Étienne-de-Rouvray il y a un an, quasiment jour pour jour, avec l'assassinat dans son église du père Jacques Hamel. Voilà, c'est voilà une triste. Bien sûr, un anniversaire qui va être ponctué d'une cérémonie demain d'hommage avec la pose d'un monument à Saint-Étienne-de-Rouvray, et le couple Macron sera de la partie demain matin à 9h. Mais une pensée donc à Jacques Hamel, le père Jacques Hamel, qui a été tué par un illuminé dans son église, ainsi que donc ces personnes qui étaient avec lui dans son église. Donc le drame qui a touché Saint-Étienne-de-Rouvray, ça s'est d'ailleurs passé quelques jours après les attentats de Nice. Donc voilà. Ouais. Bon, juillet 2016. Un mois à oublier pour le coup. On va passer, messieurs, dames, au zapping. Oui, madame, messieurs. Avec hier France 2 qui nous a proposé dans son 20h, qui nous a emmené au Rwanda pour nous parler de cette première base de drones qui est chargée de livrer des poches de sang dans les différents hôpitaux du pays. Avec son étrange piste de décollage et sa tour de contrôle. On pourrait presque se croire sur un petit aérodrome. Nous sommes en réalité sur la première base de drones livreurs de sang au Rwanda. Loin d'être des gadgets, ces drones représentent un enjeu majeur de santé publique au Rwanda. Plusieurs fois par jour, la base reçoit les demandes des différents hôpitaux. La commande est passée par SMS ou directement par téléphone. Là, ils ont demandé 6 pochettes de sang. La livraison est ensuite chargée dans ce drone ultra sophistiqué mis au point par une start-up californienne. L'appareil est placé sur le propulseur, prêt à décoller. Zipline 4-3, prêt à décoller. Voilà, c'est une première un petit peu dans le monde, puisqu'on utilise des drones donc pour transporter des poches de sang dans les différents hôpitaux du pays. Ça se passe donc au Rwanda. Et c'était donc à la une du journal, dans le journal de 20h de France 2 hier soir. Voilà, à saluer quand même. On en profite pour parler de deux choses. Déjà, j'étais à la marche pour Adama. Youssef va en revenir. Il va nous en parler dans quelques minutes. Et un truc étonnant, on était en train de marcher, il y a un drone de la gendarmerie qui nous survolait. Un drone. Carrément, mais ils survolaient la foule, etc. C'est des drones parce que ça va c'était hyper un gros haut, drone. non? On le voyait franchement, c'est impressionnant. En fait, on a tous bloqué parce qu'on l'a tous vu déjà parce qu'il est silencieux, il fait pas trop de bruit. Ouais. Mais voilà, c'était un truc dans l'ancien. On a regardé, puis on a vu que c'était un drone. Mais cette affaire, elle prend vraiment des proportions. On va en parler avec Youssef, mais franchement. Ça craint. En tout c'est cas, révélateur de beaucoup de choses en fait. Les drones utilisés à bon escient pour le coup là, dans Rwanda. Au Rwanda, c'est cool. Et puis tiens, je vous glisse aussi une petite nouvelle dont personne n'a parlé. Vous savez que en Uruguay, ça se passe, le cannabis vendu à usage récréatif dans 16 pharmacies. C'est où t'as dit? En Uruguay. En Uruguay, d'accord. Voilà. Usage récréatif. Récréatif, voilà. C'est en fait pour te faire plaisir, quoi, pour délirer. C'est pas un but thérapeutique, c'est vraiment. Mais moi, je trouve ça bien quand c'est contrôlé quand même, même si j'adhère pas, tu vois, forcément. Mais ça n'empêchera jamais les gens de consommer, qu'il y ait une activité souterraine. Donc autant. Première mondiale. Donc pour tous les fumeurs de hakik, rendez-vous en Uruguay. Hein. Voilà. C'est très bien. Ouais. C'est très bien, dit-il. Bon, dans le zapping aussi, j'ai le chanteur portoricain Luis Fonso, vous savez, qui fait des records de vues sur YouTube. C'est le plus. Et le rappeur Daddy Yankee, ont condamné l'usage néfaste et illégal
que le président vénézuélien Nicolás Maduro a fait de leur tube Despacito afin de promouvoir les élections de son assemblée constituante. Ça ne s'invente pas. De promouvoir l'élection de son assemblée constituante malgré les vives contestations, et ce avec d'étonnants moyens de communication. Hier soir, lors de son émission de télévision hebdomadaire, Nicolás Maduro a diffusé une reprise du tube planétaire Despacito. Les paroles de la chanson ont été modifiées pour inciter les citoyens à aller voter ce dimanche. Écoutez. La constituyente va, ejerce tu voto. L'opposition appelle au boycott du scrutin de dimanche, dont l'organisation ne serait pas équitable. Depuis le mois d'avril, les manifestations quasi quotidiennes contre le président Maduro ont fait plus de 100 morts et des centaines de personnes ont été blessées ou arrêtées. Voilà, Luis Fonso et donc Daddy Yankee qui sont très en colère puisqu'ils ont utilisé leur chanson, changé les paroles pour inciter les gens à aller voter. C'est dimanche prochain. Franchement, moi au début, quand j'avais vu qu'ils avaient battu un record, je suis parti regarder encore sur YouTube pour me rappeler du son et je comprenais pas pourquoi ce son-là il avait autant de vues, tu vois. Il est bon, j'aime bien. Ouais, c'est il a un son d'été, etc. Mais vraiment, je me suis dit, YouTube, ils l'ont vraiment boosté. Maintenant, avec ce qu'ils viennent de faire, franchement, j'aime beaucoup. Parce que là, faut pas oublier, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des centaines de morts au Venezuela. Oui, c'est ça. Faut pas l'oublier, Nicolás Maduro, il est pas le digne héritier de Hugo Chavez, par exemple, hein, même s'il était pas 1000 fois mieux. Et c'est un gros problème. Ouais. On en parle peu, on en parle très peu. On essaie d'aller sauver des vies en Afrique, au Moyen-Orient, d'une manière paternaliste. Ça, là, je parle des pays occidentaux. Mais quand leurs amis au Venezuela protègent leurs intérêts financiers et économiques, mais qui tuent des gens par centaines dans la population, ni les médias ni les politiciens sont là pour aller enquêter sur place. Ouais, allez, on va prendre on a intercepté un appel. Il s'appelle Abdel. Il est avec nous. Salut Abdel. Oui, salut, je vais vous faire plaisir. Vous savez, sur Claire au Petit, il faut savoir une chose, c'est que c'est une dame, quand elle a été sur RMC, je l'ai écoutée, et je la connais bien, cette dame, pas personnellement, mais je l'ai bien suivie moi aussi. Ouais. Souvent, quand alors c'est une dame qui avait un magasin de vente de cigarettes électroniques, elle est allée à la retraite. Souvent, elle-même, qui dit que les jeunes pleurent, souvent elle pleurait presque tous les jours sur RMC en disant que elle avait un salaire de misère, et elle était effarée, et elle était abasourdie, scandalisée du salaire des députés, des avantages des députés. Elle arrêtait pas de se plaindre de ce salaire des députés. C'était à l'antenne qu'elle avait dit ça? Aujourd'hui, cette dame, elle a touché ce salaire, elle touche ce salaire sans aucun scrupule. Voilà. De 800 € de retraite qu'elle avait, elle est passée à 700 € par mois, sans compter les 15 000 € et les 5 000 €, et elle ne dit rien. Alors si cette dame, parce que j'ai essayé de l'interpeller à RMC, c'est impossible, c'est la protège très bien, en lui disant, madame, vous plaignez que les étudiants pleurent pour 5 €, vous pleuriez sur votre salaire de 800 € que je connais bien, puisque vous arrêtez pas de le dire à la radio. Et en plus, alors puisqu'elle se plaint de ça, pourquoi elle donne pas son salaire de 700 € aux étudiants pour les aider? Là, c'est une autre histoire. Maintenant qu'elle les touche, elle est de l'autre côté du mur. Ben oui. Et aussi, deuxième scandale, c'est que à un moment, elle s'était scandalisée sur le rachat du PSG par le Qatar. Ouais. Ah oui. C'était une honte, que c'était des voyous, que les joueurs de foot étaient des voyous, que le Qatar était des voyous, que c'était inadmissible et qu'elle n'était pas d'accord. Par contre, elle s'était réjouie que les Américains avaient acheté une équipe de foot, elle était très contente, elle avait crié bravo, que c'était formidable, et j'avais envie de lui dire, madame, tout simplement, vous êtes raciste. Ce qui vous dérange, c'est que les Arabes, quand ils achètent, ça vous déplaît, mais quand les Blancs, ils achètent, vous êtes contente. C'est ça. Et j'ai jamais pu lui dire, parce que c'est une dame qui est hyper protégée. Et bah tu l'as dit aujourd'hui sur France Maghreb 2. Merci Abdel. Merci. De rien. Et bonnes vacances mon ami. Hein. Oui, bonnes vacances. Okay, merci. Ça y est, déjà parti en vacances. Ça y est. Allez, dans un instant, on va retrouver notre ami Youssef Brakni pour faire un an de bilan, de mobilisation autour de l'affaire Adama Traoré, dont c'était le premier anniversaire de sa mort, bien sûr. Mort qui a été d'ailleurs, selon la presse, mort qui a été constatée avant l'arrivée des secours. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière dans la presse. Une marche dont tu as fait partie Ossine, qui avait lieu ce week-end donc à Persan-Beaumont. La tension ne retombe pas autour de l'affaire Adama Traoré. On parle vraiment de pression, ultime pression faite sur cette famille
concernant ses deux frères, qui je crois d'ailleurs sont toujours en prison. Ouais. Et la sœur Assa Traoré aussi, qui est extrêmement menacée de partout et qui continue le combat. Et elle a bien raison, autour aussi de ces gens qui se sont mobilisés. Ouais, la pression elle est forte. On fait le bilan dans un instant, bien sûr. À retrouver aussi l'avis tranché de Maïssa Leroy qui va nous emmener dans le métro parisien. Rendez-vous à la prochaine station, à tout de suite. LGF, le grand forum avec monsieur Osinras et Maïssa Leroy qui sont avec nous aujourd'hui en ce mardi après-midi. Soyez les bienvenus sur France Maghreb, bien sûr, avec, dans un instant, on va parler un peu de moralisation de la vie politique puisque c'est en débat en ce moment à l'Assemblée nationale. Et d'avoir que ça crée quand même quelques tensions auprès de quelques textes, notamment deux qui sont en ce moment discutés tout au long de cette semaine à l'Assemblée nationale. Mais pour l'heure, on va parler et nous emmener dans le métro avec Maïssa Leroy pour son avis tranché. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Histoire de descendre quelques marches pour prendre la direction du métro parisien avec Maïssa Leroy. Oui, comme tu le sais, Christophe, j'adore prendre les transports en commun. Ok. Donc les plaisirs des métros, c'est se motiver après le taf, à aller à une conférence, motiver quelqu'un à venir avec moi, prendre le métro et se retrouver à Châtelet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Châtelet est un des territoires les plus hostiles de Paris, surtout ses souterrains. C'est un vrai périple qui commence. Ça peut même se raconter en un seul concept. Le monde, la foule, les gens et moi. J'essaye de me frayer un chemin, une petite parisienne que je suis. Le début de l'histoire, c'est une annonce. Une seule petite annonce qui ébranle tout Paris ce soir. Mesdames et messieurs, suite à un colis suspect à Gare de Lyon, le trafic est interrompu sur le RER A entre Aubert et Gare de Lyon. Merci d'emprunter les correspondances. Tu le fais bien. T'as vu ? Et d'un coup, une vague s'abat sur le quai. Les traits s'affaissent, les sourcils se froncent et des oh là là, fusent. D'abord, un scepticisme, on n'y croit pas. Puis la seconde annonce, légère agitation. La troisième, elle annonce la mise en mouvement. La vague d'êtres humains se dirige alors comme un seul corps vers les escalators, trop rapidement saturés. Autour de moi, dans ce monde, parmi ces gens, je glane des conversations. Ah, tu vois ? C'est ça Paris, dit une Parisienne à une amie qui ne l'était pas, et qui commençait à déchanter. Oh, tu sais, même les Parisiens détestent le métro. Quelqu'un d'autre qui attire mon ouïe. Je crois que je vais faire un malaise avec tout ce monde. L'autre qui lui rétorque. Non, tiens le coup, parce que laisse tomber, je te porte pas jusqu'à chez toi. Lui dit son amie hyper encourageante. #ironie. Non, mais je me sens vraiment pas bien là. C'est drôle. C'est qu'à chaque couloir, à chaque moment passé au milieu de la foule, c'est comme si on arrivait en plein milieu d'un épisode et libre à nous d'imaginer, d'espérer la suite. Alors je continue, d'autres crient, d'autres soupirent, et puis comme si ce n'était pas assez, mesdames et messieurs, la ligne 4 est interrompue entre Odéon et Gare de l'Est. Merci de... Et merde. Comme si on avait coupé à Paris une artère de son cœur. Ce qui m'a transporté à écrire sur le coup, c'est de m'être retrouvée sur le quai de la Une et d'entendre un monsieur faire du violon pour gagner des sous et interpréter Killing Me Softly, une de mes chansons préférées. Énorme contraste avec l'agitation ambiante, comme s'il m'avait tendu une main pour m'apaiser. Et moi, je suis là, assise, ambiancée, presque immobile avec mon téléphone entre les mains à écrire ces mots, et un flux continu de personnes passe devant moi, dans un sens comme dans l'autre, et fixé sur mon écran comme je le suis, ce flux m'apparaît flou, comme lorsqu'on me prend en photo quelqu'un qui court. Alors un sourire s'esquisse sur mon visage. Bref, c'était une photo de métro. Pas mal la photo de métro de Maïssa Leroy. Si, mais c'est pas que de moi, hein. C'est Fatih, une amie à moi que j'aime énormément, ouais. Qui t'a sauvé le coup, hein. Qui m'a sauvé le coup parce que j'étais en vacances dans ma tête, je dis balance-moi un texte fun et tout. Elle me dit bon, peut-être, je sais pas trop, blabla. Je dis vas-y. Mais elle l'a fait quand même. Ouais. Bravo, big up. Big up. Pour ce featuring. Tu partages un peu Ouais, je partage. Ouais. Mais, justement, hein. Mais heureusement qu'il y a des mecs qui font du violon, de la musique, qui font quelques animations dans le métro. Et même les petites pubs, hein. Franchement, c'est le seul endroit où je respecte les espaces publicitaires parce qu'au moins ça anime. Ils sont pas là de manière sauvage, ils sont là et ça te permet de t'évader 2 secondes. Parce que on peut pas compter sur les gens. Parce que les utilisateurs du métro, j'ai vu la dernière fois, pour parler d'une photo de métro, bam, je me suis bloqué sur un quai et je vois quoi? Tout le monde sur son téléphone. Mais même moi, hein. J'ai levé les yeux comme ça et j'ai vu tout le monde sur le quai, même quand le métro est arrivé, tout le monde sur son téléphone, sur son smartphone. Et là, il n'y a plus personne qui sourit. Et puis faire la tronche, c'est contagieux dans les transports. Hein. Ah ouais, quand clair, tu souris, les gens ils te regardent limite, mais ouais, exactement. Voilà, ça va pas. Alors que tu vas à l'étranger, sourire c'est une normalité en fait. C'est clair. Il suffit de prendre le métro à New York par exemple, tu vas constater que c'est pas du tout la même chose.
New York, je sais pas, ils sont pareils qu'à Paris. non, les Américains, non. Les Américains, ils ont rien à voir. C'est qu'ils sont toujours explosifs quand ils parlent. Ouais. Ah, it's amazing. Ils sont joyeux pour tout ce que tu leur annonces. Ils ont des portables dernier cri. Il avait dit it's amazing. Ah, excusez-moi mon anglais. Hein. It's amazing. Amazing. Okay, en tout cas, ils ont toujours les portables dernier cri, hein, c'est clair, à New York. Hein. Exact. Ouais. Dans le métro, c'est impressionnant. Ils sont tous avec leur portable normal, quoi. Mais ils se parlent quand même, tu vois. Et voilà. Je vous propose d'accueillir quelqu'un que vous connaissez, messieurs dames. Il s'appelle Youssef Brakni. Il est avec nous. Salut Youssef. Je connais pas. Bonjour. Salut, ça va. Salut, enchanté. Maïssa, ça va? Ça va et toi? Enchanté Youssef. Ouais, ça va. Ça va, enchanté. Youssef Brakni qui est avec nous donc, mais à distance aujourd'hui, hein, pour la bonne cause. Il est pardonné. Il part en vacances demain lui aussi. Ça. Ouais, bah oui. Bonnes vacances. Bonnes vacances à toi. Allez, salut. Salut, à bientôt. J'avais dit qu'on était prêt pour le micro, tu vois, il te l'avait Youssef, dit. on t'a demandé de venir parce que tu nous avais prévu quand même de faire un peu le bilan sur cette mobilisation autour de l'affaire Adama Traoré. Ça tombe bien, quelqu'un qui est avec moi à mes côtés et s'appelle Ossine était de la partie du côté de Persan-Beaumont ce week-end. Que s'est-il passé? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière sur un an de mobilisation autour de l'affaire Adama Traoré, qui s'est transformé d'ailleurs, au-delà d'Adama Traoré, sur la famille Traoré? Ouais. Tout à fait. Alors moi ça va être un peu le point de vue de l'intérieur du comité Adama, le comité Adama comme on l'appelle. Donc oui, ça a été une année en fait incroyable, extraordinaire. En fait, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur toutes les luttes qu'on a pu avoir sur les violences policières. Et comme on le dit souvent nous, en tout cas dans le comité, c'est que Adama Traoré, c'est un peu l'affaire Ziad et Bouda, mais qui a réussi. Parce que je sais pas si vous en souvenez, à l'époque, c'était à peu près le même engouement. Avec Ziad Bouna, il y a eu 3 semaines de révolte intensive à travers toute la France. Et là, et on se souvient comment le Parti socialiste avait tout de suite détourné en fait cette lutte et comment ils ont étouffé l'affaire, notamment via l'avocat Mignard, où on a vu une affaire qui s'est tirée sur 10 ans et qui même a été jugée à Rennes. Hein, on voit que ça a été fait exprès pour empêcher toute mobilisation. Et on a vu comment finalement c'est redescendu. Et là, avec Adama Traoré, en fait, c'est un peu la revanche des quartiers populaires. Et c'est du coup là le cas de violence policière qui a entre guillemets réussi, en tout cas politiquement, à défaut en tout cas de réussir pour le moment judiciairement. Et donc depuis ces 1 an, on a vu toute la répression qui s'est abattue sur la famille Traoré. Je dis bien la famille parce qu'en réalité c'est toute la famille qui a été touchée, et je dirais même plus tout le quartier, puisque depuis 1 an on a vu 3 frères de la famille Traoré être passés par la case prison. Donc on a eu Bagui Traoré qui est toujours en prison, Yacouba Traoré qui est en prison, et Youssouf Traoré qui a fait 2 mois de prison et qu'on a réussi à faire ressortir. Donc pourquoi cet acharnement? Nous on l'analyse, c'est simple, c'est qu'en fait l'acharnement il a été à la hauteur de la mobilisation de la famille Traoré. C'est-à-dire qu'en fait l'État français, le système raciste français, en fait plus il y a de la résistance en face et plus la répression est forte. Donc en fait quelque part c'est à la hauteur de la mobilisation. Et c'était important pour nous en tout cas de finir, en tout cas de commémorer ces 1 an et de la plus grande manière possible, et surtout en faisant une démonstration de force. Et je pense que là le 22 ça a été largement réussi, puisqu'on est quand même le 22 juillet, on était le 22 juillet, ça fait 1 an. Et surtout, c'est Beaumont-sur-Oise est à 50 km de Paris. On aurait pu faire la manifestation à Paris, il y aurait eu sûrement 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de monde. Mais on a tenu à le faire symboliquement à Beaumont, dans une banlieue de la région parisienne, là où concrètement, là où sévit la répression la plus féroce, celle des forces de l'ordre. Là, en l'occurrence, c'est la gendarmerie. Parce qu'il faut savoir que depuis 1 an, la gendarmerie n'a eu de cesse d'harceler ce quartier. Et nous, on parle clairement de gestion coloniale, de gestion militaire. Et d'ailleurs, le 22 juillet, on l'a vu dans les différents médias, on l'a vu sur les réseaux sociaux, la gendarmerie a carrément utilisé un drone. Un drone, c'est-à-dire que les drones, on les voit en Afghanistan, on les voit au Pakistan, en Palestine, malheureusement. Et bien là, sur les bords de l'Oise, à Beaumont-sur-Oise, on a vu un drone de l'armée, puisque la gendarmerie, c'est un corps de l'armée, qui espionnait la manifestation. Et donc, pour nous, ça a été une grande réussite, puisqu'il y avait quand même 2000 personnes. 2000 personnes qui ont pris le train. Il y a eu des trains qui ont été supprimés. Il faut savoir qu'il y a eu carrément un sabotage. Il y a quand même eu un train, enfin même 2 ou 3 selon plusieurs témoignages, qui ont été arrêtés bien avant Beaumont. Et
sans aucun message, sans aucune indication. Les passagers ont été descendus, mis dans un car. Le chauffeur de car lui-même ne savait pas. On a eu plusieurs témoignages. Il y a encore ce matin des personnes qui m'ont appelé pour me le dire. Le conducteur de car ne savait même pas où il devait aller. Après une demi-heure d'attente, finalement, ils se dirigent vers Beaumont-sur-Oise. Tout a été fait pour ralentir et pour empêcher qu'il y ait un maximum de personnes à cette marche. Mais bon, ça a été un échec parce que ça paraît incroyable quand même, Youssef, parce que tu nous racontes. Il y a une vidéo sur internet où on voit déjà un jeune qui devait prendre le train, qui était dans le train dans direction de Beaumont et qui a été sorti. Il a subi un contrôle au faciès qui a été violenté. Et d'ailleurs là, vous l'avez vu peut-être dans la presse aujourd'hui, on a lancé ça dans la presse et on a le policier qui se retourne vers les personnes qui filment et qui lui disent non mais laissez-le, on va à la manifestation pour Adama Traoré. Le policier se retourne et dit oui c'est ça, pour un violeur. Eh bien la famille Traoré a décidé de porter plainte pour diffamation contre ce policier. Ils ont écrit au ministère de l'Intérieur pour lui demander de le suspendre immédiatement. Parce qu'évidemment, c'est la diffamation, ça ne respecte pas la mémoire d'un mort. Ça montre tout on voit un peu où on en est aujourd'hui, la police. Et donc, il y a déjà eu ce cas-là qui a été filmé. Mais non, moi, je vous l'assure, il y a eu 2 trains en tout qui ont été arrêtés bien avant Beaumont. Et je vous le dis, ce matin encore, j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui nous a appelé, qui a contacté sur la page et que j'ai appelé. Donc il y a eu vraiment du sabotage, vraiment du vrai sabotage, comme on peut le voir dans certains pays, quoi. Aussi, toi tu confirmes ce que dit Youssef. Non mais tout à fait. Déjà, il y a des amis à moi, on devait se rejoindre pour y aller et qui m'ont appelé déjà en début d'après-midi en me disant au départ de chez eux, ils ont pris les départs de Gare du Nord et il n'y avait pas de train qui partait à Beaumont-sur-Oise. Il devait être mis dans des cars, c'était annoncé là-bas, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ils leur ont dit qu'il y avait des travaux. Alors qu'il n'y a pas de travaux à Person-Beaumont. Et ensuite, il y a eu des personnes qui m'ont appelé des cars, justement, pendant 1 heure. Hein. Ils ont tourné pendant 1 heure en car, en me disant au téléphone, je sais pas où ils nous emmènent. Mais ça veut dire qu'ils lâchent rien, quoi. Il y a pas ils ne laissent pas même les gens commémorer les choses dignement. Ils continuent à. En fait, ils sont alimenter la haine. En fait, ils sont. J'avais l'impression ce jour-là, samedi, que la gendarmerie en face, ils savaient pas comment faire, tellement qu'il y avait aucun débordement et que la marche se passait super bien. C'était ma question justement. Tout s'est bien passé. Oui, tout s'est super bien passé. Ça a été, déjà, je pense que Ossine, il le sait, il l'a vu. Il y a eu le comité qui a superbement bien encadré la marche. Il y a eu, les images, elles parlaient d'elles-mêmes. On a fait exprès, on a demandé à tout le monde de venir en noir. Et ce qui a permis en fait au service d'ordre d'être en rouge, ce qui fait qu'on le voit dans les caméras, on le voit dans les photos, on le voit qu'il y a le service d'ordre était très discipliné, très bien organisé. C'était vraiment du très haut niveau. Tout le monde l'a remarqué, tout le monde a pu le dire et dans toute la presse d'ailleurs, la première chose qu'ils remarquent et qu'ils ont bien noté, c'est que ça s'est fait sans aucun débordement. Et en plus avec une arrivée dans le quartier aussi pour confirmer, l'arrivée dans le quartier où les jeunes étaient disposés sur un des immeubles sur le toit de l'immeuble avec des fumigènes, le portrait de Adama sur 3 mètres. Qu'ils ont pu déplier, etc. Non, c'était vraiment incroyable. Il fallait le vivre. Mais justement, c'était historique. Mais justement, c'est ça qui déstabilise en face, je pense. Pour samedi, par exemple, la police, elle avait rien à faire. La gendarmerie, l'État, les médias, ils ont tellement trouvé que des bons trucs positifs qu'ils ont été déstabilisés. Et le soir, je sais pas ce qui s'est passé, mais à ce que j'ai compris, il y a eu. Après, ils sont partis provoquer dans le quartier. Oui, mais ça c'était très tard le soir. C'était à minuit, il y avait plus personne. Ça, en fait, depuis le 19 juillet 2016, tous les soirs, la gendarmerie harcèle. Elle vient, faut savoir que la veille de la marche, il y a eu 6 gardes à vue quand même. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a 6 personnes, des proches des amis de Adama, ceux avec qui il a grandi. Il y en a 6 qui ont quand même été en garde à vue quand même. Pour qui ils n'ont pas pu participer à la marche. Oui, Maïssa. Excuse-moi, Christophe. Mais moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils font tout ça alors que, ça y est, la machine, elle est lancée? C'est parti trop loin. En fait, les gens, ils sont tous impliqués par cette histoire. Ils sont tous touchés par ce qui se passe et ils sont touchés aussi par l'acharnement des autorités sur la famille de Traoré. Donc, à un moment donné, faut qu'ils. Mais en fait, personne leur dit d'arrêter. Leur hiérarchie ou le système le système d'État tel qu'il est mis en place, personne leur dit d'arrêter. Il n'y a personne qui leur a tapé sur les doigts pour leur dire. Il y a une impunité organisée en France. C'est ça, il y a une impunité organisée. C'est ça. Oui, ça fait depuis. Youssef, est-ce qu'on peut donner des nouvelles quand même des 2 frères dont tu nous disais qu'ils étaient toujours en prison? Pourquoi ils sont en prison, les 2 frères, officiellement? Oui, officiellement. Alors officiellement, ça serait donc il y a eu en fait on va commencer par Babagui Traoré. C'est la première raison, ça a été en 2016, en novembre 2016, c'est soi-disant pour outrage et menace contre les forces de l'ordre. Vous vous en souvenez, c'était par rapport au fait qu'il voulait rentrer dans le conseil municipal. Ce conseil municipal où devait être voté une protection fonctionnelle pour la mairie de Beaumont, qui voulait attaquer
Assa Traoré avec l'argent des contribuables Oui, de Beaumont. oui. Hein. Oui, Elle l'a oui. attaqué en diffamation parce qu'elle a dit parce que Assa l'avait dit sur le gros journal de Mouloud Achour, elle avait dit que la maire de Beaumont ne s'était jamais présentée, n'avait jamais présenté ses condoléances et qu'elle s'était mise du côté des gendarmes. Je sais pas si vous en souvenez. Et donc elle a voulu l'attaquer en justice pour ça, enfin en tout cas pour diffamation. Et donc il y a eu une mobilisation de tout le quartier, de la ville et des soutiens extérieurs pour se rendre à ce conseil municipal, comme dans tous les conseils municipaux de France. Ouais. On a tout à fait le droit d'y participer. C'est ouvert au public, à moins de déclarer un huis clos. Ouais. Qui est possible, mais bref, elle l'avait pas fait. Et du coup, la gendarmerie, la police, à l'époque, c'était la police municipale, du coup, avait des noms à l'avance. Elle avait interdit à la famille Traoré d'être à l'intérieur. C'est-à-dire que la famille Traoré ne pouvait pas accéder au conseil municipal. Exactement, elle ne pouvait pas assister. Et d'ailleurs, pour preuve, l'opposition a décidé de se lever et de ne pas participer au conseil municipal, ce qui a fait que le quorum n'était pas respecté. N'était pas respecté, ce qui fait que le conseil municipal n'a pas pu se tenir. Bon, finalement, elle a renoncé à cette plainte, Nathalie Groux, suite à la pression, à la mobilisation. Ouais. Et évidemment, ils se sont vengés. La police, ils ont trouvé un prétexte, soi-disant qu'ils l'ont vu menacé. Enfin, il y a eu plusieurs menaces, etc. On a eu le droit à un procès vraiment, on peut le dire stalinien, à Pontoise, qui a commencé ça avait commencé à 13h et ça s'est fini quand même à 2h du matin quand même. Ah oui. Pour outrage, du coup en France, un outrage, on peut prendre 6 mois de prison ferme et il a eu quand même 2 ans d'interdiction de Beaumont-sur-Oise. Voilà. Il faut savoir que Bagui Traoré, c'est le témoin principal de l'affaire. Il faut savoir que Bagui Traoré, c'est le dernier à avoir vu Adama vivant et c'est le dernier à l'avoir vu mort. Et c'est d'ailleurs suite à son témoignage à Bagui que par exemple l'avocat peut demander où est passée la chemise blanche du policier, enfin du gendarme, qui était recouverte de sang, puisque Bagui dit, d'ailleurs il parlait comme ça, il a témoigné de ce qui s'était passé le 19 juillet, et il dit voilà, j'ai vu un gendarme avec une chemise rentrer avec une chemise blanche, ressortir d'une salle avec une chemise pleine de sang, et ils l'ont cachée. Cette chemise a été cachée. Ouais. Du coup, l'avocat, grâce à ce témoignage, a pu demander cette pièce, a pu demander que ça soit au dossier. Donc voilà, par exemple, et donc on comprend du coup l'acharnement sur Bagui. Ensuite, deuxième affaire sur Bagui Traoré, qui est tombée d'un coup comme ça, encore l'acharnement, c'est qu'il est soi-disant accusé d'avoir voulu tirer sur les gendarmes le soir du 19 juillet. Donc il est carrément mis en examen pour tentative d'assassinat et du coup ça nous rappelle l'affaire de Villiers-le-Bel, je sais pas si vous vous en souvenez, les 2 frères Camara qui avaient je me rappelle, 10 ans de prison et d'ailleurs qui sont sortis de prison, là ça y est, qui viennent de faire leurs 10 ans pleins sans remise de peine, rien, alors que c'est rare en France de faire sa peine en entier. Ils ont vraiment fait le maximum du maximum et ils ont été libérés, ils sont venus témoigner d'ailleurs à un meeting qu'on avait organisé pour Bagui justement. Et donc voilà, c'est pas encore jugé ça, il est mis en examen, du coup ça va sûrement être en automne. Ouais. Et ça va sûrement coïncider avec la mise en examen des gendarmes qui ont tué Adama Traoré quoi. Donc on voit vraiment c'est tout un système bien huilé, etc. C'est vraiment une machine Et vraiment ils n'hésitent pas, ils ne reculent devant rien. Pour un petit exemple, par exemple, ils font tout pour détruire Bagui psychologiquement. À chaque fois qu'il est entendu, qu'il est sorti de sa cellule, qu'il est entendu par le tribunal, on le met toujours dans la cellule où il a appris la mort de Adama. Oh là là. Ah ouais, c'est psychologiquement. Ouais. Ça c'est pour Bagui et pour son frère donc. Pour Youssouf, lui c'était pour la même chose. Donc lui il avait fait 1 mois et demi de prison, quelque chose comme ça, le temps de faire appel, parce qu'ils sont passés en comparution immédiate. Ouais. Et pour Yacouba, il est accusé d'avoir violenté une personne qui soi-disant avait dit que Adama, quand il était en prison, a cherché à le racketter, etc. Alors que Adama est mort. Ouais. Donc son témoignage ne vaut rien. Mais la gendarmerie a ressorti ce témoignage-là dans la presse, histoire juste de salir et de discréditer la mémoire de Adama. Et du coup, Yacouba, il a été accusé de l'avoir intimidé. Moi j'ai une pensée pour la maman quand même qui doit être la maman, bien atteinte. C'était très dur, elle a eu du mal à faire la marche en entier. Ouais. Beaucoup de mal à faire la marche en entier. Surtout on a récité la Fatiha, une petite prière pour Adama devant la gendarmerie. Ouais. Et elle a eu du mal à rester quoi. Elle a perdu connaissance. Elle a dû être évacuée. C'est vraiment lourd quoi. Il y en a une qui s'est battue et qui continue d'ailleurs de se battre pour que la dignité soit reconnue pour son frère, pour ses frères en l'occurrence. C'est Assa Traoré qui est une grande militante et une grande combattante. Assa Traoré, c'est clair que nous dans le comité il y a plusieurs militants, il y a Lami Kanouté, Samir Ilyes ancien du MIB et on est tous d'accord pour dire qu'on est impressionné par Assa. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a toujours été militante. Ouais. On a l'impression qu'elle a toujours fait ça toute sa vie. Mais c'est vraiment incroyable la force qu'elle a et comment elle entraîne toute sa famille, tout le quartier de Bouillanval, de Beaumont,
des villes aux alentours. Elle a un incroyable charisme et une incroyable détermination. Alors, c'est impressionnant, faut la voir agir. Youssef, après cette commémoration donc qui avait lieu ce week-end à Persan-Beaumont, que va-t-il se passer pour la suite? Parce qu'on a appris dans la presse la semaine dernière que Adama Traoré avait été mort avant l'arrivée des secours. Est-ce qu'il va y avoir des suites? Est-ce qu'on a des dates concernant des procès? Qui va être mis en accusation? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire concrètement, judiciairement parlant? Concrètement, c'est que donc vous avez vu dans la presse, il y a eu 2 derniers rebondissements. Le premier, c'était que finalement il y a une dernière expertise médicale qui confirme bien que Adama Traoré est mort pour cause d'asphyxie. Donc maintenant toute la question c'est de déterminer comment il a été asphyxié. Et donc c'est fini tous les tests du départ qui cherchaient à discréditer Adama, le salir que c'était un drogué, que c'est parce qu'il avait pris de la drogue, etc. Donc ça c'est fini. Donc ça c'est une grande victoire. La deuxième victoire, c'est que effectivement il y a eu les enregistrements sonores du SAMU. Et donc en fait donc c'est le Nouvel Obs qui a sorti cette affaire où on entend le SAMU qui communique avec la gendarmerie, avec les pompiers. Et dans ces enregistrements, on entend clairement qu'en fait le SAMU le dit, d'ailleurs en rigolant, etc. C'est un peu choquant, c'est dur à entendre, c'est dur en tout cas à lire. C'est qu'ils disent qu'en fait on pensait venir pour quelqu'un qui était en train de, peut-être qui était blessé ou qui allait pas bien quoi. Mais en fait quand on arrive sur les lieux, on découvre quelqu'un qui est déjà mort. Donc et ça en fait du coup nous vous vous rappelez au début il est mort dans les locaux de la gendarmerie, mais en fait non, on pense qu'ils l'ont tué avant en fait, soit sur le chemin, soit dans l'appartement où il s'était caché. Donc là maintenant toute l'enquête est à déterminer, mais du coup ça veut dire qu'il peut y avoir une deuxième chose, c'est non assistance à personne en danger. En plus de la mort, c'est-à-dire de savoir comment il a été asphyxié, etc. Il y a clairement non assistance à personne en danger. Les enregistrements le montrent bien, puisque le SAMU dit qu'ils nous donnent pas la bonne adresse, ils nous disent pas que c'est dans la gendarmerie. Les pompiers disent aussi qu'ils arrivent, ils sont obligés de négocier pour lui enlever les menottes, alors qu'il est déjà mort. La gendarmerie ne veut pas. Ils savent qu'il est mort, parce que évidemment. Mais ils ne veulent pas enlever les menottes. Ils le disent clairement, les pompiers disent qu'ils sont obligés de négocier, etc. Pareil, pour que les pompiers puissent rentrer dans la gendarmerie, ils ouvrent pas les barrières. Ils demandent à plusieurs reprises, ils n'ouvrent pas. Du coup, c'est le pompier qui est obligé de descendre, d'ouvrir lui-même la barrière, de remonter dans le camion et de pouvoir enfin rentrer dans la gendarmerie avec tout le matériel, quoi. Donc ça, c'est les enregistrements à nouveau sonores qui ont pu aussi le montrer. Donc voilà. Incroyable dans cette affaire, c'est un véritable acharnement qui est fait au vu de ce que l'on peut entendre. Je suppose que Assa et même le collectif et tout ont essayé de contacter Emmanuel Macron, ont essayé de contacter la plus haute autorité. Et du coup, qu'est-ce que vous avez comme réponse? Il y a eu aucune réponse. À ça, je sais pas si vous en souvenez, mais elle avait interpellé le président de. Juste avant les élections ou juste après, je me rappelle plus. C'était sur le Gros Journal encore une fois avec Bruno Dachour. Exact. Et il a aucune réponse. Il s'était déplacé pour Théo parce que Théo ça a été un choc, ça a été Mais ça c'était à l'époque d'Hollande, mais maintenant Macron, parce que Théo, je me rappelle, il était parti. Macron, il y a absolument rien. Enfin, aucune déclaration, rien, absolument rien. Après, il était déjà au gouvernement de toute façon, Macron à cette époque-là. Mais on le sait tous que c'est un système de toute façon. Oui, c'est un système. Mais après, des fois, il peut y avoir ça peut être des déclencheurs comme Sarkozy, ça a été un déclencheur à l'époque de Ziad Ebona. C'est là qu'il avait sorti, on va nettoyer tout ça au Karcher. Du coup, ça avait créé les émeutes, etc. Mais là, peut-être que, après, j'ai pas d'espoir là-dessus, mais peut-être qu'il peut dénoncer certaines choses et apaiser, Après, en tout cas, ça en prend pas le chemin si on en croit Youssef et si on en croit aussi la presse. Merci Youssef, tu restes avec nous parce qu'on va changer de sujet, mais on voulait, en tout cas, on souhaitait faire le bilan de ces 1 an suite à la mort tragique de Adama Traoré. En tout cas, moi, je voulais ajouter que samedi, on était venu pour se mobiliser pour Adama, et on s'est retrouvé dans une vraie mobilisation contre les violences policières, une des plus belles de l'année, pour de vrai, faut le dire. C'était super bien organisé, dans le calme, dans la paix. Il y avait la plupart des familles touchées par les violences policières, la famille Dieng, la famille à Curtis, il y avait Théo, il y avait la famille Gay, il y avait aussi Monsieur Salem qui était avec nous la semaine dernière. Et vraiment, ils ont tous été, même Monsieur Salem, il disait sur la route, et il était touché par tout. Je lui expliquais à chaque fois, cette famille-là, elle a subi telle violence, cette famille-là. Et vraiment, franchement, il disait à chaque fois, Alhamdoulilah, parce que lui, il voulait prendre le micro justement pour parler au nom de ceux qui pouvaient plus parler. Tu vois. Et franchement, bravo à toute l'équipe pour samedi, c'était bien. Très merci. Bravo, en tout cas, Youssef reste avec nous. Dans un instant, on va parler d'un autre sujet. C'est la moralisation de la vie politique. Restez avec nous sur France Maghreb 2 au Sinras. Youssef Brakni et Maïssa Leroy sont avec nous.
Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Maïssa Leroy qui ne bouge pas de son siège et avec Ossine Ras qui se balade. Voilà. Non, on connaît les bons élèves, hein. On dénonce. Voilà. Ceux qui sortaient, tu sais, quand il y avait 5 minutes, la prof, elle allait faire des photocopies. Et tu sors de la pièce. Voilà, c'est ça. Et puis Youssef Rakni qui est avec nous chez lui à domicile. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc on a fait le bilan il y a quelques instants donc de cette affaire Traoré justement. Je crois qu'il y a Ossine qui est avec nous Samir qui est avec nous par téléphone. Salut Samir. Ouais, salut tout le monde. Salut à toi Samir. Salut. On t'écoute mon ami. En fait, je voudrais intervenir un peu, mettre les pieds dans le plat, mais on va certainement penser peut-être que je suis à côté de la plaque, et le fait d'intervenir juste après, en fait, un interlocuteur là qui parlait d'Adama Traoré, c'est vrai que voilà, je fais pas le lien direct, hein, mais parce que en fait, son cas symbolique et malheureux inscrit en fait dans un dans quelque chose d'assez global, général, historique, chronologique. Ça part des années 80, voire sur les violences policières peut-être, et sur la dont on a de considérer les quartiers. Mais moi, je voudrais juste apporter une manière de poser aussi le problème autrement, parce que voilà, personnes qui prennent à bras le corps en fait le cas des violences policières, et on sait que les violences des policiers à l'égard des jeunes sont réelles, elles sont ignorées malheureusement, elles sont pas prises en compte, et il faut parfois écrire au procureur, il faut porter plainte au commissariat du 18e, et avant d'être entendu, ça prend parfois des années, et là c'est un gros problème. Mais moi, la question qui m'intéresse, et je suis notamment éducateur, donc c'est comment faire en sorte d'essayer d'enrayer dans les quartiers une certaine mentalité en fait. Vous m'entendez, Christophe? On t'entend, Samir. Oui. Ouais. C'est-à-dire que hier, en fait, je regardais le film Divine de Ouda Benyamina. Oui, je l'ai vu aussi. Voilà. Donc très très bon film. Hein. Je veux dire très très bien filmé et vraiment bravo à elle. Mais malheureusement, qui retranscrit une certaine réalité sur la manière dont certains jeunes en fait font du bricolage avec la religion, avec la délinquance, avec le shit, avec le pognon, la Thaïlande, la manière en fait de, vous voyez, c'est un peu comme et tout ça finalement c'est assez global. Hein. Rachida Dati finalement se comporte devant l'autre facho, oui, facho certainement peut-être, mais il n'est pas le seul. Brice Hortefeux, cette manière de dire moi aussi je viens de la rue, moi aussi je suis une caïd, moi aussi je m'appelle Rachida Dati. Et moi aussi, je vais être rentré dans l'art, et ça a amusé un peu tout le monde. Mais c'est cette manière, finalement, aussi, peut-être de pas faire les choses peut-être correctement, et une mentalité aussi, peut-être, dans les quartiers. Et il faut le dire, et c'est pour ça, Christophe, je pense que tu es assez nuancé dans ce que tu fais, pour pointer aussi, et de faire notre autocritique. C'est-à-dire que les jeunes dans les quartiers, c'est pas des saints. C'est loin d'être des saints. Et je fais pas allusion à Adama Traoré. Hein. Samir, bouge pas, parce que ça tombe bien, on a quelqu'un qui connaît bien les quartiers, Ossine, qui peut-être va réagir à ce que tu dis. Il y a effectivement, si on comprend les... peut-être. Ouais. Juste finir, et après, comme ça, après il me répond. Mais parce que voilà, j'ai attendu après la pub, et j'ai attendu la publicité, mais il y a une certaine mentalité où les jeunes en fait se gargarisent. Ils sont plus américanisés qu'islamisés. Et quand ils sont islamisés, ils sont islamisés. C'est peut-être pas le terme, hein, mais ils sont, je veux dire, quand en tout cas ils embrassent la religion, et c'est très très bien, ils le font en fait avec peut-être deux fois des mauvaises raisons, et de manière en fait un peu caricaturale. Donc l'idée c'est alors je sais plus qui disait, voilà, il y avait le terme d'islamo-racaille, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, on essaye de combiner en fait une certaine religiosité tout en continuant la délinquance. On essaye finalement de maintenir son petit marché de trafiquants tout en faisant le ramadan et en ayant un œil sur le trafic qui continue pendant le ramadan. Donc c'est comment on fait en sorte dans les quartiers d'enrayer cette mentalité de je vais réussir par l'argent, parce que pour moi la première religion et le premier satanisme aujourd'hui dans le monde, c'est l'argent roi, et ça malheureusement ça pourrit nos quartiers aussi quoi. Bon, merci Samir. Ossine. Moi perso je trouve qu'on se trompe de débat clairement. C'est trop rapide et trop facile d'expliquer les choses comme ça. Dans les quartiers, c'est pas des gros trafiquants de deal, la plupart c'est des petits jeunes qui, moi je les excuse pas, je les défends pas, mais mélanger l'islam au racaille, etc., je trouve pas ça très correct. C'est pas la vérité des faits sur
sur le terrain. C'est pas parce que vous avez connu peut-être une personne ou un groupe dans un quartier qui avait un lien entre les deux. Nous, dans notre quartier, au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça. Vraiment, il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui ont plein de volonté et qui veulent réussir, etc., mais qui sont marginalisés. Et le fait de dealer ou de faire quelques bêtises n'enlève rien en leur force et en leur savoir-faire, etc. La seule chose, c'est que l'État ne leur fait pas confiance, le système ne leur fait pas confiance, leur famille ne leur font même plus confiance, ni leurs voisins. Et c'est ce manque, pour moi, c'est ce manque de travail dans les quartiers sur le terrain qui les affaiblit de plus en plus. Parce qu'il n'y a aucune sensibilisation, il n'y a rien pour remplacer ce manque d'argent. Trouvez-leur une solution, peut-être que derrière, on enrayera les problèmes des quartiers. Moi, je pense vraiment que le monsieur qui a parlé, c'est très juste, ça existe, je nuance pas tout ce qu'il dit. Mais il y a plusieurs degrés dans les quartiers, faut pas généraliser. Et de deux, je pense qu'on prend le problème du mauvais côté. C'est dans le sens du système, de l'État, etc., qu'il faut changer les choses pour que ça change en bas. Voilà, Samir, ça te va comme réponse ou pas? Bon, il est parti, Samir. Youssef, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Franchement, moi, ça me choque en fait que d'entendre des discours comme ça. C'est des discours un peu réac en fait. Tu vois. Exactement. Bon, c'est pas trop la tasse de thé. Surtout qu'en plus. Non, mais attendez, messieurs, on se reprend. Ça existe. Ça se dit, ouais, mais là, c'est l'enchaînement où on parle avant. Ouais, on parle avant d'Adama. Non, mais il a bien précisé que ça avait aucun lien. Bon, voilà. Tués par la police, des gens tués par la police, etc. Parce que quoi qu'il puisse faire quelqu'un dans sa vie, rien ne mérite de mourir, puisque. Bien entendu. Je rappelle que la peine de mort a été abolie en France en 1981. Ouais. Et que donc, voilà, quoi. Je veux dire, on peut même pas, ne serait-ce que faire un petit lien, un demi-lien, je sais pas, c'est impossible. En plus, après, moi, je pose pas les questions comme ça. Évidemment que ça existe, mais à l'Assemblée nationale, ça existe pas des personnes qui détournent des millions et des millions. Tout à fait. 900 000 euros, et est-ce que pour autant on va faire tout un fou? Mais même la drogue et cocaïne, etc. Là, on va prendre quelques petits dealers dans des quartiers alors qui sont un peu musulmans, qui sont machin, mais ça c'est comme tout le monde, tu sais, au niveau islam, tout le monde a ses contradictions, personne n'a la pratique parfaite, donc ça, on peut éviter de rentrer dans ce terrain-là. Mais en tout cas, voilà, on va focaliser sur quelques 4-5 dealers dans un quartier, mais l'immense majorité des habitants dans les quartiers populaires, ils dealent pas quand même. C'est des gens qui galèrent, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vivent dans ces quartiers, dans des logements HLM, où c'est vraiment des conditions de vie souvent parfois indignes. Là, il y a quelques jours, on a fait une mobilisation à Bagnolet pour des ascenseurs. On en est là quand même. On est obligé de ramener la presse. J'ai vu, la Logirep, on a fait une bonne com et tout. On essaye en tout cas de bouger à ce niveau-là. On se dit on va commencer par les ascenseurs. Après, ça viendra sur tout le reste. Voilà où on en est aujourd'hui. Il faut pas exagérer, faut pas abuser. C'est pas à partir de là qu'on va. C'est caricatural, selon vous, donc de lier un petit peu. C'est caricatural, c'est que c'est même pas ça le problème. En fait, le vrai gros problème, c'est la marginalisation. C'est le racisme, c'est l'exclusion, c'est le chômage. Pourquoi ce monsieur qui parle ne parle pas plutôt de certains quartiers où on atteint 40% de chômage? 40% de chômage dans certains quartiers, ça veut dire, c'est-à-dire que pratiquement tout le quartier est au chômage. Mais finalement, franchement, Youssef, je me pose la question parce que je me pose souvent la question par rapport à ça. Mais concrètement, vu que toi t'es sur le terrain, Houssine, même moi à ma petite échelle, c'est quoi la solution en vrai? La solution miracle, qui ferait que. Mais pour moi, la solution, elle vient de nous, elle vient des habitants des quartiers populaires, elle vient de notre organisation politique. Elle viendra de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sera organisé politiquement, que parfois au niveau local, on arrive à prendre des. Qu'on soit engagé politiquement. Voilà, qu'on soit engagé politiquement de manière autonome, sans récupération, sans paternalisme, que ce soit nous. Enfin, je veux dire, la solution viendra de nous. Justement, ce que tout le monde a kiffé à Beaumont le 22 là, c'est qu'en fait, on a vu un quartier qui s'est autogéré. C'est-à-dire, pour vous dire que même la circulation, ce que devaient faire les gendarmes, ce sont les gars de Beaumont qui l'ont fait en scooter. Ils avaient 4 scooters, ils faisaient des allers-retours, ils bloquaient la circulation, etc. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident et tout. Enfin, je veux dire, et on a vu tout un quartier qui s'est autogéré. Tout le monde avait à manger à Beaumont le 22 gratuitement. Il y avait 2000 personnes, vous imaginez. Il y avait un mouton, il y avait du mafé, du tiep, il y avait des merguez, etc. Bref, on s'est auto-organisé entre nous. Ouais, une vraie indépendance en fait, une vraie indépendance. Oui, quoi, quand les quartiers peuvent aussi. Quand les quartiers peuvent s'organiser, ils l'ont bien montré. Voilà, ils le font, quoi. Donc, samedi. Un autre appel qu'on a intercepté au standard, il nous vient d'Orléans. Salut, bonsoir. Salam, Christophe. Salut la bande. Ici moi. Donc, je vous salue très fraternellement. Et donc, je souscris pleinement à votre analyse parce que bon, les petits camarades Bobo et Facho un petit peu, ça suffit. Effectivement, la solution ne peut venir que de nous. Et en s'unissant et en pesant, comme on dit, créer vraiment un contre-pouvoir pour remettre un peu les pendules à l'heure. Ça, c'est une chose. Et je voudrais simplement faire très court par rapport au drame de la famille Traoré, madame, qui a toute mon affection et ma sympathie. Et je dis que face à ce crime, parce que c'est un crime, et quand je vois, je suis totalement écœuré par l'attitude des politiques et des institutions,
ce qu'on appelle la justice en gros. Et simplement, j'ai pris le reportage en cours de route, et au vu des témoignages, des événements qui se sont passés, factuels, avec les preuves, simplement déjà ça doit mettre la suspicion, ça veut dire qu'il y a le doute, et le doute ne peut être que favorable à ce drame, à cette famille, et qu'on arrête de les embourber et de s'amuser un peu avec cette douleur, et que si on ne s'unit pas, et au final de pouvoir les mettre au pied du mur, passez-moi l'expression, je vais être un petit peu cru, à ces salauds, globalement, hein, parce qu'ils le savent, et cette hypocrisie latente qui est, distillée dans les cerveaux des gens, on les lobotise. Eh bien, effectivement, vous, tout à chacun, dans vos espaces, et quand je vois ces espaces de résistance, ça me donne de l'espoir. Moi, à 69 ans, je suis encore debout grâce à ma famille, et simplement, faut pas lâcher le morceau, voilà. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Et Christophe, je voudrais te demander simplement un renseignement et un service. Oui. Parce que je suis parti dernièrement après les élections, et je n'ai pas eu d'informations, puisque là où j'étais coupé de tout. Et j'aurais voulu simplement, si tu pouvais me donner l'information, qu'est devenu le recours de Farida Amrani. On attend, c'est en attente pour l'instant. Le recours est prévu par la réponse concernant le recours déposé par alors c'est pas Farida qui a déposé le recours d'ailleurs. Hein, oui, c'est la France Insoumise. Non, la France Insoumise n'a pas déposé de recours puisque la France Insoumise soutenait Farida Amrani, tout simplement. Oui. Mais d'accord. Ossine, tu me confirmes ou pas? C'est Farida Amrani qui a déposé. Oui, mais si, c'est elle, pardon. Un petit point d'information. Oui, alors ils ont déposé le recours effectivement dans les délais. Dans les délais, évidemment. Oui. Et il faut attendre minimum 6 mois pour qu'on ait une réponse. Ah bon, voilà. Mais c'est acté, c'est dans les faits, donc le dossier est conforme et déposé. Ah, absolument. Le recours a été engagé. Le recours a été déposé, les preuves que détient Farida Amrani, Ulysse Rabaté ont été apportées, appuyées par un avocat, donc tout est fait dans les règles. Le recours est déposé et on aura la réponse évidemment en automne. Concernant cette élection, je crois qu'il y a déjà eu des recours de députés En Marche qui avaient déposé des recours. Je crois que deux ont été refusés, mais à suivre ça de près. En tout cas, pour ce qui est de Farida Amrani, du cas bien précis de Farida Amrani, il faut attendre l'automne. Et donc elle l'a fait à son nom personnel, donc c'est pas avec la France Insoumise. Non, la France Insoumise en fait, elle ne fait pas partie de la France Insoumise, Farida Amrani. Elle était soutenue. Voilà, soutenue par la France Insoumise, ce qui est pas pareil. D'accord. Voilà, ok. La nuance est là. Écoute, je te remercie infiniment à toute l'équipe et merci de m'avoir informé. Et puis, restons vigilants et puis de tout cœur avec la famille Traoré. Merci à vous en tout cas, depuis Orléans. On ne lâche rien, comme le maître mot d'ailleurs de cette émission sur France Maghreb 2, avec monsieur Youssef Brakni, Ossine Ras et Maïssa Leroy qui sont avec nous. On va parler maintenant tiens, le j'aime ou j'aime pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ah oui. On va le faire. Ouais. Hein, ça tombe bien, c'est parti avec Youssef Brakni, Maïssa et Ossine. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas aujourd'hui? Je prends mon petit papier. Jérusalem pour l'ONU. La crise sur l'esplanade des mosquées doit être réglée d'ici vendredi. Ça, c'est l'ONU qui veut que cette crise soit réglée d'ici vendredi. Je peux dire lol ou pas? Oui, tu peux dire lol. Gros lol. Ossine. Ouais, c'est pareil. Youssef. Bah là, ouais. Attention, ils sont en train de reculer là. Oui, enfin ils ont reculé, mais ils maintiennent quand même les caméras de surveillance. Les caméras, ouais. Et les fidèles musulmans n'en veulent pas. Mais même ça, ils vont les enlever, je pense. Ouais. Parce que la mobilisation, elle a été impressionnante. Ça, ça les a refroidis. Hein. Ouais. Tiens, ça va te parler, Youssef. Prof non remplacé. L'État français a été condamné pour non-remplacement de cours pour 96 heures de cours non remplacés. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Enfin. Parce qu'il y a quand même des quartiers populaires, on en parlait, les quartiers populaires, parfois c'est un prof qui peut être absent pendant 4 mois. Hein. Un prof de français, et pas des petites matières. Après on s'étonne qu'il y ait des fautes de français, tu vois. Ouais. Donc on aime. Ouais, on aime. Bon. Officiel, tiens, le roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman, il prend des vacances. Il est à Tanger et s'est installé pendant 1 mois. C'est le père ou le fils? C'est le père. Ah, il va pas revenir. Il a d'ailleurs confié les affaires du pays, les affaires courantes du pays à son fils. Bah c'est le bon moment pour justement, moi je pense qu'il va pas revenir. Hein. Je pense que c'est une préparation, non? Qu'est-ce que t'en penses, Youssef? Bah je sais pas, ça me paraît bizarre. Surtout d'autant plus que c'est en froid là entre le Maroc et l'Arabie Saoudite. Parce que pourtant il a pris ses vacances, il est arrivé hier, pour être très exact, il est arrivé hier soir à Tanger pour un voyage privé, dit-on, d'une durée d'1 mois.
Voilà. Un mois carrément. Ouais, un mois. Après, il va souvent à Tanger. Hein. Il va tout le temps à Tanger, le roi d'Arabie Saoudite. Donc il est en vacances, quoi. Il est chez lui là-bas. Voilà, chez lui. Moi, je pense que son fils prépare le terrain. Non. Oui, c'est son fils qui va régner de toute façon. Bah, c'est lui qui règne de toute façon. Oui, de toute façon. Bon, on passe à Bono. Moi, je m'en fous. D'accord. Tu m'as pas demandé mon avis, mais. Tu t'en fous, d'accord. Bono, le chanteur de YouTube. YouTube, pardon. affirme avoir eu une conversation rare avec Emmanuel Macron à l'Elysée hier. Non mais lui il veut ouvrir un groupe ou c'est comment là? Rihanna, YouTube, le truc machin, c'est bon, hein, on s'en fout en fait. Le roi de la com, Macron. Mais Bono, il avait déjà fait un truc dans les années 90, je crois, où il était parti rencontrer plein de présidents. Oui. Ouais, non mais c'est bon, ils vont faire ces trucs d'écologie là, je crois. Il veut faire ces trucs d'écologie là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Et puis demain, il reçoit Rihanna à l'Elysée. Non mais moi je suis énervé. Moi, j'aimerais bien faire un coup de gueule par rapport à ça, c'est la dernière de l'année, etc. Mais je comprends pas pourquoi on donne, surtout de la part d'un président, parce qu'Hollande il l'avait déjà fait ça avec Rihanna aussi, non? C'était Rihanna aussi avec Hollande? Est-ce que Hollande avait reçu Rihanna? Je crois pas. Quelqu'un d'autre. Je sais plus c'était qui, mais ouais. Il avait reçu quelqu'un. Oui, il avait reçu. Parler de quelque chose d'écologie. Mais bon. Mais pourquoi il donne, en tant que président, il donne autant d'importance parce que c'est des influenceurs. Mais d'accord, mais c'est vexant et frustrant pour la population française. Déjà, les jeunes talents de France, voilà, je sais pas, les grands. En fait, apparemment, ils vont parler d'éducation. Mais il y a des personnes plus compétentes pour parler de ces chansons. Ils vont pas parler de son twerk. Enfin bref, heureusement. Bon, Youssef. Ils vont parler de ça. Bah, c'est de la com. Ouais, c'est de la com, c'est ça. Il veut être connu lui aux États-Unis, c'est pas possible. Il veut qu'on le voit en fait. C'est ridicule. Bon, tiens, je vous présente le Daeshien le plus stupide du monde. Ça se passe en Irak. Il s'est habillé comme une femme avec une robe. Il s'est même maquillé pour échapper au contrôle, sauf qu'il avait oublié une chose essentielle, de raser sa barbe. Mais la blague, il s'est dit qu'elle allait devenir invisible ou quoi? Ouais, donc du coup il a été interpellé avec la barbe, donc tu le vois avec la robe et tout, maquillé. Et j'ai vu la photo sur les tu l'as vu la photo? D'accord, il a laissé sa barbe. Il a laissé la barbe, tu vois. Le mec le plus idiot du monde. Ouais. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2 avec cette petite histoire assez, je sais pas si elle est rigolote d'ailleurs, mais voilà, pour illustrer un petit peu la stupidité. D'ailleurs, il y a une vidéo, je sais pas si vous avez vu, une vidéo qui a été partagée par, je crois que c'est l'armée française, qui alerte concernant le danger du choix politique de baisser le budget de l'armée alors que Daesh serait en train d'envoyer la bombe M. Vous savez ce que c'est que la bombe M? C'est la bombe, c'est les humains en fait. C'est tous ces gens qui sont envoyés par Daesh en Europe et en France en particulier, qui est un pays très ciblé selon cette vidéo qui a été mise en ligne hier ou avant-hier, qui demande à tout le monde d'être mobilisé pour essayer de faire pression afin que le budget soit pas baissé, parce que qui dit budget militaire baissé dit forcément défaillance, et alors que Daesh prévoit d'envoyer un maximum de monde en Europe pour commettre des attentats. Voilà, c'est la petite vidéo que vous pouvez voir éventuellement sur les réseaux sociaux. Légitime ou pas, coup de com' de la part de l'armée française aussi? Non, pas du tout. C'est n'importe quoi. Merci Youssef. Merci Youssef. Je demande à Oussine, Youssef répond. C'est génial les gars. Bon, vas-y Youssef. Non, je veux Vas-y Youssef. Non mais attendez 2 minutes. Quand on parle d'augmenter le budget militaire de l'armée, ce n'est pas pour lutter contre des gens qui en fait contre qui on peut pas lutter en fait, parce que Daesh etc. c'est des cellules dormantes, c'est des gens qui sont au milieu de la population etc. Ça il y a que le renseignement à la limite qui peut. Mais même eux de toute façon, quand ils sont sincères, ils te disent en fait ce sont des attaques qu'on peut pas prévoir. C'est le mode opératoire qui est comme ça. Mais bien évidemment, c'est l'humain en fait, c'est la folie humaine. Tu peux pas gérer ça. Tu peux pas gérer ça, ouais, bien sûr. Oui, tu peux pas. Par contre, quand on dit augmenter le budget militaire de l'armée, ça veut dire quoi? Ça veut dire des bombardements en Afghanistan, des bombardements dans le nord du Mali, dans le Sahel, en Centrafrique, etc. Donc c'est pas évidemment. C'est pas pour protéger la France, hein. C'est pour leur politique étrangère, hein. C'est pas pour Vigipirate. C'est pour les intérêts géostratégiques français à l'étranger. Ça sert qu'à ça. C'est tout, point barre. Oussine, cette fois-ci le vrai Oussine. Je suis d'accord avec Youssef. Ouais. Je suis d'accord avec Youssef. Bon, rien à rajouter alors. Pour faire court, parce qu'il est déjà 46. Ouais, il veut faire sa chronique quand même. Voilà. Il a oublié, tu l'as oublié. Du coup, on parlera pas de moralisation de la vie publique, on s'en fiche. On parlera pas des députés En Marche qui veulent porter plainte contre le parti. Une trentaine de députés En Marche apparemment qui se mobilisent. Si tu veux, on peut sauter ma chronique. Hein. Non, pas du tout. Ça le dérange pas lui. Justement, hop, on va passer donc directement au coup de cœur. Et je sais que Youssef Brakni y tenait aussi, parce qu'il a un coup de cœur à faire sur ce qu'il a pu
entendre la semaine dernière sur France Maghreb 2 dans cette même émission de la part d'auditeurs qu'on parlait du RIF et de la situation évidemment du côté de Tahir Sema. D'ailleurs le journaliste Youssef, alors, le journaliste auquel je faisais référence hier, qui a été arrêté lors de cette manifestation, a été condamné à 5 mois de prison. Ah bah tu vois. Voilà. On y revient dans un instant. Donc avec les coups de cœur, il sera musical côté Maïssa. Il sera à quoi côté de Chéossine? Associatif. Économique. Très bien. Économie des quartiers. Et donc avec Youssef Brakni, on va parler du RIF. Reste avec nous sur France Maghreb 2, le LGF jusque 18h30. Ah oui, non mais incroyable. Vous savez ce qu'elle nous raconte, Maïssa? C'est la musique de la vie tranchée, ça. N'importe quoi, c'est le générique. Tu le connais pas ou quoi, Maïssa? Oui, c'est le générique. Non, la vie tranchée, c'est la vie tranchée, c'est ça. Voilà, Maïssa, il est temps que tu partes en vacances, je crois. Bah ça y est, c'est les vacances pour Ouais, bah oui, j'ai bien l'impression, on a bien compris. Ouais. Allez, tout de suite, c'est les coups de cœur sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et on va commencer par notre ami Houssine, puisque ton invité est là. Alors moi je voulais parler d'un jeune de quartier qui a créé sa petite société de crowdfunding. Donc c'est un site de financement participatif. C'est très rare. Je pense qu'il va nous en dire plus. C'est un très bon concept et je voulais le mettre en avant aujourd'hui. Donc Jonathan. Salut Jonathan. Ouais, salut l'équipe. Salut Jonathan. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton site de crowdfunding, depuis combien de temps il existe et comment tu as eu cette idée? Ok, en fait, déjà je vais juste mettre un petit clin d'œil à Samir qui est passé avant. Je suis un pur pourvu de banlieue, Samir, et j'ai été que dans la banlieue, j'ai grandi que dans la banlieue, et je vais te montrer un nouveau visage de la banlieue. Ouais, donc en fait, bien. À la base, le site de crowdfunding, je l'ai créé. Pourquoi? Parce que je voyais que c'était quelque chose qui était du moment aux États-Unis et qui commençait à apprendre à peu près pour certaines classes sur Paris ou en France. Donc je me suis dit c'est bien d'apporter ce genre d'outils pour les jeunes de banlieue, pour tout autour, pour avoir un moyen de financement autre que les crédits ou autre chose. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme je me suis dit je vais créer cette plateforme de crowdfunding. Et lorsque je me suis lancé et j'ai commencé à faire mes recettes, il y a une chose encore qui m'a motivé tout au plus, c'est que j'ai vu que derrière les plateformes existantes, c'était que les gens avec le même profil. Ça veut dire gens de telle classe sociale, qui ont fait tel type d'études, qui viennent de tel endroit. Je me suis dit mais c'est pas possible. Ils sont pas en phase avec la demande en fait. Voilà, je me suis dit c'est pas possible. C'est pourquoi c'est toujours les mêmes profils qui créent toujours les mêmes choses et pourquoi nous chez nous on a toujours à peu près 10 ans à 5 ans de retard. Donc je me suis dit, vas-y, je vais me lancer, je vais le faire. À partir du moment où je vais me lancer, j'ai commencé à lancer ma plateforme de crowdfunding. Ça a commencé un petit peu à prendre, mais autour de moi, j'ai vu que les gens avaient un petit peu de mal avec le système de crowdfunding. Ils avaient du mal à ce que on cravache pendant 40 Justement, est-ce que tu peux nous expliquer est-ce que tu pour les auditeurs qui connaissent pas le système du crowdfunding, c'est quoi donc? Ok. En fait, le système du crowdfunding, c'est un site qui fait l'intermédiaire financier, qui permet à des utilisateurs lambda qui ont un projet quelconque, un projet d'entrepreneuriat, solidarité, humanitaire, de mettre en avant leur projet sur leur site en présentant leur projet avec une description, un texte, une vidéo, et de faire appel aux dons. Et les gens, les utilisateurs, ils font des dons. À partir du moment, certains porteurs de projets vont faire des dons avec des contreparties, donc faire uniquement des dons. Et sur une durée, et lorsque la durée elle est terminée, la personne, les fonds qu'elle a récoltés, elle repart avec, je lui fais un virement et elle va avec créer son projet. Donc voilà, c'est une qui est en place. Voilà, c'est une autre manière de se faire financer son projet. Donc on met en avant. C'est une autre manière de financer son projet, exactement. Voilà. C'est une manière beaucoup plus solidaire et collaborative en fait, finalement. Exactement, c'est vraiment de l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est du financement participatif. Ça veut dire que la personne participe au début sur le projet du porteur, sur le projet du porteur de projet, soit parce qu'elle a un coup de cœur au niveau de ce projet-là, soit parce qu'elle est intéressée par la contrepartie. Ou soit tout simplement, il y en a, ils veulent défiscaliser, ou sinon, il y en a vraiment, ils veulent vraiment pousser le projet, ils veulent vraiment que ce truc se réalise et que ça aille loin. Ouais, c'est très bien. C'est vraiment ça. Et comment on peut trouver alors le nom de ton site, comment on peut le trouver, la page Facebook? Mon site c'est www.yourbe.com, yourbi.com, et la page Facebook c'est Cagnotte Yourbi. Cagnotte Yourbi. Pourquoi Yourbi? Voilà, pourquoi Yourbi? Très bonne question. En fait, Yourbi, ça vient de l'arabe Yourbi fructifié. Donc moi, l'idée, Yourbi, ça veut dire que comme on sait fructifier, ça veut dire d'une seule chose
si on fructifie, on peut avoir avec plusieurs choses, avec plusieurs petits coups de main. Par exemple, du germe de blé, il sort plusieurs graines. Oui, ça je comprends. Oui, donc ça veut dire que en vérité, plein de petits coups de main, multiplier. Plein de petits coups de main multipliés permettent d'avoir un projet de mettre en place. Oui, ma mère elle me dit yerbi, ouais, genre ça, ça. Très bien, très bonne idée. Merci Jonathan en tout cas et merci d'être venu nous parler de ton initiative. Et voilà, il y a des mecs qui bougent en banlieue. Ouais, il y en a beaucoup. Mais il y en a, mais arrêtez de lui tomber dessus. Le gars tout à l'heure, il a juste dénoncé quelques personnes, voilà. Et vous pourrez retrouver Jonathan d'ailleurs à la rentrée au Startup Weekend banlieue. Ah oui, c'est bientôt. C'est à Samir que on organise Startup Weekend banlieue à la rentrée. Au Stade de France, sûrement. C'est un concept qu'on a fait plusieurs masterclass avant en mai et en juillet, sur lesquels on donne les clés. On redonne les clés pour créer un business. Mais en septembre, il y aura un week-end où les participants ils vont venir. Ils seront accompagnés par des coachs et des mentors. Et ils auront, à la fin de ce week-end, le dimanche soir, ils devront pitcher devant un jury. Et celui qui gagne, il repart avec des prix pour créer son projet. Startup Weekend banlieue. C'est top. Donc voilà. Et donc tous les jeunes des banlieues, les invitent, que ce soit de toute la France à participer, pour montrer qu'en vérité aussi, la réussite à être dans l'économie, ça veut dire que t'arrives pas à trouver du boulot. Il y a un patron de faire, t'arrives pas à progresser, maintenant, il est l'heure de créer ton taf. Crée ton taf. Boulot, c'est ton truc. Merci beaucoup. Merci Jonathan, merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Youssef Brakni pour nous parler du RIF maintenant. Oui, allô? Oui, Youssef. Pardon de te réveiller. Alors, vas-y. Alors, on t'écoute sur le RIF, Youssef. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mais qu'est-ce qui se passe là? T'es au pôle Nord ou quoi là? Il est en décapotable. Il roule en décapotable. Non, ce que je disais, c'est que oui, par rapport au RIF. Donc je voulais juste réagir. C'était voilà, comme tu le sais, moi je suis très impliqué dans cette mobilisation, en tout cas en France, à défaut d'être là-bas sur place. Et vraiment, j'ai entendu plein de choses sur le fait que oui, mais attendez, vous vous rendez compte, là-bas ils ont quand même fait des choses graves. Voilà, j'ai même entendu quelqu'un qui dit, attends, c'est normal qu'il soit jugé, etc. Moi, je veux juste quand même dire quelque chose, c'est que le RIF, comme j'avais déjà fait 2 chroniques sur cette région, c'est que le RIF, c'est une région qui historiquement a toujours été marginalisée par le pouvoir central marocain. C'est une région qui a toujours été mise de côté. Et encore plus la région d'Al Hoceima qui est enclavée, qui est complètement enclavée. C'est une enclave en réalité dans le RIF, au bord de la mer Méditerranée. Et historiquement, pourquoi je reviens à l'histoire, puisque comme je l'ai déjà dit, je la fais court, c'est que c'est quand même la région qui s'est rebellée, qui s'est révoltée contre la colonisation d'abord espagnole, puis française. C'est-à-dire qu'en fait, Franco et Pétain, les 2 généraux connus, les 2 fascistes, se sont coalisés pour mettre à genoux cette région, et notamment pour mettre à genoux la jeune république du Rif qu'avait établi Abdelkrim El-Khattabi, qu'on avait surnommé le lion du Rif. D'accord ? Et donc cette région-là, il faut le savoir, pour la mettre à genoux, pour briser cette république, cette jeune république, Franco et Pétain ont utilisé du gaz moutarde. Ils ont bombardé massivement cette région. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la région où il y a le plus de cancers du cavum au monde, Al Hoceima, la région de Al Hoceima, et c'est en plus, ça a été la première expérience de largage de bombes de gaz moutarde sur des populations civiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une région où on a le plus gros taux de cancer du cavum au monde et où, par exemple, il n'y a toujours pas jusqu'à aujourd'hui un hôpital spécialisé dans le cancer du cavum. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des rifins, surtout des personnes âgées, qui se retrouvent à mourir isolées dans la montagne, dans la région d'Al Hoceima et un peu partout dans le Rif, parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux à proximité. Et le seul hôpital qu'il y a, c'est à Rabat. C'est à plus de 500 km de Al Hoceima. Et ce qui fait que la plupart n'ont pas les moyens ou n'ont même pas la force de se déplacer jusque là-bas. Ça, c'est pour la première chose. Et ça, c'est c'est une des revendications du RIF. Comment est parti le mouvement qu'on appelle le Hirak, qui veut dire à peu près mouvement en français. C'est quand on dit le Hirak, on ne dit pas le mouvement du Hirak. Comment est parti ? C'est parti de la mort d'un vendeur de poissons. Je ne sais pas si vous en souvenez. 2 ans, je crois. C'était il y a 2 ans. Mohsin. Oui, il y a un an. Ah, il y a un an. Mohsin Fekri. C'est-à-dire qu'il est mort parce qu'il vendait du poisson. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme Mohamed Bouazizi à l'époque, je sais que vous vous en souvenez, en Tunisie. C'est-à-dire qu'en fait, il vendait du poisson à la sauvette. Et effectivement, c'était illégal. Mais quel choix ont ces jeunes ? Évidemment que s'il n'y avait pas, et on le sait, nous en Algérie c'est pareil, en Tunisie c'est pareil, s'il n'y avait pas cette économie informelle, mais des familles mourraient de faim en fait. Exact, ouais. Oui, c'est parce qu'il y a ces économies parallèles, ces vendeurs à la sauvette, etc., que les familles tiennent un peu. Et donc ce jeune qui en avait pour pratiquement 50 000 dirhams de marchandises de poissons, faut le savoir. Les policiers ont pris sa marchandise et l'ont jeté dans une benne à ordures parce qu'il a refusé de leur payer un pot de vin.
D'accord, 50 000 dirhams, ça fait à peu près 5 000 euros. Jeté dans une benne à ordures comme ça devant ses yeux, humilié. Ce jeune, dans un acte de désespoir, se jette dans la benne à ordures. Maintenant, ça a déterminé est-ce que les policiers ont actionné la benne à ordures ou pas. Mais en tout cas, il se trouve que il a été broyé dans la benne à ordures. Il a été broyé. Il en est mort. Et c'est comme ça comment est né le Hirak. Il est né de cette humiliation-là. Ouais. C'est un mouvement pour la dignité. Je veux dire, moi, je ne comprends pas comment il peut y avoir encore des gens qui ne soutiennent pas cela. Au nom de soi-disant, alors soit on a tout eu, soit c'est des gens, c'est le Mossad, d'accord, soit c'est un truc contre l'islam, soit c'est un truc pour diviser le Maroc, etc. Ça, c'est l'Algérie. Il est clair, il est net, il n'y a pas de mouvement séparatiste dans le nord du Maroc, dans le Rif. Les Rifins sont marocains. Alors maintenant, c'est vrai qu'ils brandissent un drapeau qui est le drapeau Amazigh. Le drapeau Amazigh, c'est un drapeau qu'on retrouve partout, en Algérie, en Libye, partout on le retrouve. C'est un drapeau culturel. C'est un drapeau comme le drapeau breton, comme le drapeau occitan. C'est des drapeaux pour affirmer une identité culturelle. Et les Rifans ont une identité culturelle qui est l'identité Amazigh. Et en plus de ça, une identité Rif particulière qui s'explique parce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire cette guerre du Rif, cette république du Rif qui a tenu pendant 4 ans face aux Espagnols et aux Français. Et donc quand par exemple j'ai entendu la dernière fois à la radio quelqu'un qui dit oui mais c'est normal que Nasser Zelzafi, que les 240 prisonniers aujourd'hui du Hirak soient jugés, on est dans un état de droit, mais d'accord, ok, si quelqu'un a fait quelque chose, c'est normal qu'il soit jugé, etc. Mais ça marche dans les pays où il y a un minimum de justice et une justice surtout indépendante. Mais depuis quand le Maroc a une justice indépendante? Depuis quand l'Algérie, la Tunisie, tous nos pays? Et je suis obligé de préciser à chaque fois pour pas passer comme un Marocain. Alors, il n'y a pas de justice, justement. Et ce qui crée l'injustice, ce qui crée le désordre, puisque certains disent que c'est le désordre, ce qui crée le désordre, c'est l'injustice. C'est ça qui crée le désordre. C'est le fait qu'il n'y ait pas de route, le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure, le fait qu'il n'y ait pas d'hôpitaux. C'est ça le désordre. C'est ça la fitna. C'est ça qui crée le séparatisme. Et c'est ça qui est le mépris, que je peux lire à droite à gauche sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant le mépris qu'il y a sur les Rifs. C'est le vieux cliché qui vient même de la colonisation sur les Rifs, comme quoi c'est des montagnards, c'est des bouseuses, des paysans, c'est pas des citadins, etc. Et donc là, le 20 juillet, il y a quand même eu une grande manifestation. Et cette manifestation, pourquoi le 20 juillet? Parce qu'elle s'inscrit clairement dans l'histoire antique coloniale. C'est la bataille d'Anoual, la fameuse bataille d'Anoual où Abdelkrim el Khattabi a détruit l'armée espagnole. C'est là où il a défait l'armée espagnole. Et c'était un retentissement mondial à l'époque, puisque c'était la première fois que des colonisés, en dehors de l'Éthiopie, avaient réussi à défaire une armée occidentale coloniale. Et donc ça montre bien que le Hirak s'inscrit pleinement dans une lignée historique qui est celle de la lutte contre le colonialisme. Donc comment on peut dire, par exemple, j'entends des gens qui disent que le Hirak est manipulé par la France ou je sais pas quoi, alors que dans le même temps, t'as Macron qui est reçu personnellement par le roi du Maroc dans son salon privé avec toute sa famille pour faire une rupture de jeûne. Et c'était une des premières destinations que Macron a visité à l'étranger, en dehors de l'Europe. Ça a été comme le Maroc. Donc là, de dire que le Hirak est manipulé par la France, c'est ridicule, ça ne tient pas debout. C'est ridicule. Là, on a vu des photos où on a vu des bombes lacrymogènes. C'était marqué Made in France. Elles ont toutes été brandées. Vous pouvez aller voir les photos sur les réseaux sociaux. On voit bien que c'est écrit en français, que ça a été fabriqué en France, ça a été livré à la police marocaine pour réprimer ce mouvement. Merci voilà, Youssef d'avoir en tout cas d'être revenu un petit peu sur ce qui t'a un peu énervé et donc t'as souhaité nous en parler. Merci beaucoup Youssef, bonnes vacances à toi. Merci, bonnes vacances. Merci. On se tient au courant. Et puis prends soin de toi et puis reviens en pleine forme à la rentrée, bien sûr. Mon cher ami Youssef, salut. Merci Maïssa, au revoir. Ouais, grave. Alors par contre, je me suis aperçu, mon cher Hossein, que j'ai zappé ta chronique d'Avis Tranché. Oui, t'as zappé le coup de cœur de Maïssa. Non, comment ça j'ai zappé le coup de cœur de Maïssa? Allez, c'est maintenant. On est super en retard. Mais bon, c'est pas grave, on l'écoute un petit peu. Moi je veux bien faire l'impasse, laisse le coup de cœur à Maïssa, c'est bon. Orelsan, suicide social. À écouter la suite évidemment, n'hésitez pas, un suicide social, c'est Orelsan, et non pas Orelsan, que on vient d'écouter à l'instant sur France Maghreb 2 en guise de coup de cœur musical, parce que c'est le coup de cœur de notre amie Maïssa qu'elle a souhaité nous faire écouter aujourd'hui avant de partir en vacances. Là c'était du soupçon. Ouais, c'est clair. Maïssa, pas de vacances. Merci, moi c'est profites-en bien. Ouais, demain matin elle part avec les mioches dans la voiture. Ouais, mais on part à 4h du matin, on les esquinte. Comme ça, ils sont défoncés, ils dorment. Ah ouais, d'accord, t'as vu un petit peu aussi, non? C'est stratégique, hein. Stratégique, tu veux faire jusqu'au quoi? bout. Et Hossein, il est là et je pense qu'il viendra nous rendre une petite visite pour la dernière en direct vendredi. Je vais faire mon max pour être là vendredi. Ouais, je suis sûr que tu seras là. Je sais pas pourquoi, mon petit doigt me dit que... Voilà. Merci à vous deux en tout cas et à très bientôt. Avec plaisir, merci. Et à la rentrée, quoi qu'il en soit. Ouais, ciao. Dans un instant, la suite du grand forum. Pardon du retard, mais on est vraiment en retard. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est les vacances, tant pis. Allez. Il est pile 18h04. Waouh. Tout de suite, Marianne Garel qui attend sagement et patiemment pour le flash de 18h. Pour le rappel de l'actualité de ce mardi soir. Bonsoir Marine.
Bonsoir à tous. Les incendies dans le sud-est de la France et en Corse, 3000 hectares de végétation déjà partis en fumée. Des départs de feu qui reprennent encore dans le sud de l'île. Dans le nord, en revanche, certains habitants commencent à regagner leur domicile. La France demande à l'Union européenne 2 Canadair pour lutter contre ces violents incendies. 3 détenus de la prison pour mineurs de Mézieux, près de Lyon, ont mis le feu à leurs cellules respectives hier soir. L'un des auteurs de l'incendie a dû être évacué dans un état grave, intoxiqué par les fumées. Hospitalisé, son pronostic vital est toujours engagé. 2 rugbymen fidjiens du Stade français, soupçonnés d'agression sexuelle et de violence, seront jugés en correctionnel le 29 novembre prochain. Ils seront jugés des chefs d'agression sexuelle et violence en état d'ivresse. L'attention ne retombe pas à Jérusalem. Les responsables musulmans appellent au boycott de l'esplanade des mosquées, malgré la décision du gouvernement israélien de retirer les détecteurs de métaux. Ils sont à l'origine des vives tensions de ces derniers jours. En Grèce, après 3 ans d'absence, la Grèce est de retour sur le marché obligataire et elle se félicite de ce retour. L'épidémie de choléra continue de ravager le Yémen, mais elle ralentit. En 3 mois, la barre des 400 000 cas est en passe d'être atteinte, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Au total, 1869 décès ont été comptabilisés. 5 à 6 000 nouveaux cas sont signalés par jour, mais la courbe épidémique montre que la maladie a atteint son pic il y a 3 semaines. Sport, natation, les mondiaux à Budapest et les choses sérieuses commencent pour le clan tricolore. Charlotte Bonnet s'est qualifiée ce matin pour les demi-finales du 200 mètres nage libre. La meilleure nageuse française, médaillée de bronze au dernier championnat d'Europe, disputera les demi en fin de journée vers 18h30. Le FC Bastia en football, définitivement en National 1. La Ligue de foot professionnelle a repêché cet après-midi le Paris FC en Ligue 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.